Les archéologues continuent de se casser la tête sur des milliers de découvertes mystérieuses qui ne s'intègrent pas dans l'histoire traditionnelle de l'humanité. Des manuscrits anciens, tels que ceux découverts dans des grottes de régions désertiques, contiennent des symboles et des formules qui ne peuvent être déchiffrés même avec l'aide d'algorithmes informatiques modernes. Les fossiles de créatures marines retrouvés à 3000 mètres d'altitude et les outils métalliques dans des strates géologiques âgées de 150 millions d'années déconcertent les scientifiques. Des blocs de pierre pesant jusqu'à 80 tonnes, taillés avec une précision de millimètres sans trace d'outils, font réfléchir sur les technologies disponibles pour nos ancêtres. Dans les numéros suivants, nous examinerons des artefacts énigmatiques qui pourraient entièrement réévaluer notre vision du passé. Des mécanismes avec des transmissions complexes à engrenages jusqu'à des statues de pierre avec des caractéristiques anatomiques impossibles. Certains de ces objets datent d'époques où, selon les manuels, les humains ne connaissaient même pas la métallurgie la plus simple. Platon affirmait qu'Atlantide était une puissante nation maritime située au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Selon lui, l'île a été engloutie par une catastrophe, devenant ainsi le symbole d'une civilisation perdue. Au fil des siècles, les chercheurs ont tenté de déterminer l'emplacement de cette mystérieuse Atlantide. Certains pensent qu'elle pouvait se trouver en mer Méditerranée, en se référant à des îles comme Santorin, où une éruption volcanique en l'an 1600 avant notre ère a causé une catastrophe détruisant la civilisation minoenne. D'autres chercheurs indiquent la mer des Caraïbes et même l'Antarctique, suggérant que des glaces pourraient avoir caché les restes d'une ancienne civilisation. Par exemple, en 2005, le chercheur et écrivain français Benjamin Fulon a proposé que l'Atlantide pourrait se trouver sur le territoire actuel de Porto Rico en se basant sur des structures sous-marines découvertes dans cette région. Cependant, de nombreux scientifiques croient que le mythe d'Atlantide pourrait avoir été inspiré par des événements réels, tels qu'une éruption volcanique dévastatrice sur l'île de Terra ou une chute de météorites ayant influencé le climat et l'écosystème de la région. Au cours des dernières décennies, l'intérêt pour l'Atlantide a augmenté et les chercheurs ont commencé à mener des études sur les anciennes civilisations, telles que les Sumériens et les Égyptiens, qui pourraient avoir inspiré Platon à créer cette légende. Atlantide est devenue un symbole culturel, inspirant de nombreux livres, films et recherches scientifiques, comme les travaux de l'archéologue et écrivain Greg Cameron, qui a publié en 2006 sa théorie sur une possible connexion entre l'Atlantide et la civilisation sumérienne, affirmant que de nombreux mythes et légendes sur des terres perdues ont leurs racines dans des événements historiques réels. Il existe également des recherches sur l'influence du mythe d'Atlantide sur l'art et la littérature moderne, devenant une métaphore pour des utopies et des sociétés idéales inaccessibles aux humains. En 2015, un article publié dans le journal Antiquity a exploré le lien entre les mythes de civilisation perdue et les changements climatiques, soulignant l'actualité du sujet dans le contexte des problèmes écologiques contemporains. Les recherches continuent et Atlantide, en tant que mythe, continue d'inspirer les scientifiques et les créateurs, restant l'un des sujets les plus discutés en archéologie et en histoire. En 2020, un groupe d'archéologues dirigé par le docteur Andrew Scott de l'Université de Plymouth a mené des fouilles dans une région qu'ils pensaient pouvoir faire partie d'Atlantide, découvrant des structures sous-marines rappelant les ruines de Nosy-Dorlacenth, bâtiments anciens. Parmi les nombreuses théories sur l'emplacement d'Atlantide, l'une des plus courantes est l'hypothèse de son emplacement dans la mer Méditerranée. Cette version repose sur les témoignages du philosophe grec antique Platon, qui décrivait Atlantide comme une île située au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui, selon certains chercheurs, pourrait signifier le détroit de Gibraltar actuel. Des chercheurs comme le archéologue grec Dimitri Katsanos suggèrent que Atlantide pourrait avoir été située sur l'île de Tyra, aujourd'hui connue sous le nom de Santorin, qui a subi une éruption volcanique catastrophique vers 1600 avant notre ère. Cette éruption a entraîné la destruction de la civilisation minoenne, ce qui pourrait être lié aux mentions d'une culture puissante et hautement développée d'Atlantide. Cependant, tous ne sont pas d'accord avec cette version. Certains scientifiques, comme le chercheur allemand Armin Fernandez,
proposent une alternative, affirmant que Atlantide pourrait avoir été située non pas dans la mer Méditerranée, mais dans l'océan Atlantique, sur une île qui faisait autrefois partie d'un ancien continent. Cette hypothèse a trouvé un soutien dans les découvertes faites dans la région des Bahamas, où en 2012, des chercheurs ont découvert des structures sous-marines qui pourraient être les vestiges de constructions anciennes. De plus, au cours des dernières décennies, de nombreuses théories ont lié Atlantide au rivage de l'Afrique du Nord. Par exemple, en 2006, des artefacts ont été trouvés dans la région actuelle de la Libye, qui pourraient appartenir à une ancienne civilisation possédant des technologies comparables à celles décrites dans les mythes d'Atlantide. L'une des hypothèses les plus étranges est celle du possible emplacement d'Atlantide dans la mer des Caraïbes. Certains chercheurs, y compris le professeur Julian Saunders, suggèrent qu'un ancien port pourrait être situé au large de Cuba et pourrait être lié à la légendaire Atlantide. En 2013, des photographies sous-marines ont montré des structures géométriquement correctes qui, selon certains scientifiques, pourraient en faire partie d'une ancienne ville. Ces découvertes suscitent l'intérêt et les discussions parmi les archéologues et les historiens, mais des preuves concrètes confirmant l'existence d'Atlantide n'ont toujours pas été trouvées. Dans la mythologie des auteurs grecs anciens comme Platon, Atlantide est décrite comme une civilisation possédant des technologies hautement développées et une puissante armée, ce qui soulève des questions sur la manière dont et pourquoi une telle culture a pu disparaître. Les technologies et réalisations présumées d'Atlantide suscitent l'intérêt non seulement des historiens, mais aussi des scientifiques étudiant les possibilités des anciennes civilisations. Selon dans les dialogues Timée et Critias, il décrit des appareils volants, utilisant des forces permettant de planer dans l'air. Certains chercheurs supposent que les Atlantes pouvaient utiliser des technologies magnétiques ou même antimagnétiques, similaires aux concepts modernes d'antigravité. De plus, il est suggéré qu'ils possédaient d'autres moyens de transport avancés, tels que des sous-marins capables de naviguer dans les océans en utilisant l'énergie provenant de cristaux, qui, selon les légendes, possédaient des propriétés uniques. En ce qui concerne les technologies militaires, les descriptions mentionnent des armes puissantes, y compris des lasers et d'autres types d'armes énergétiques capables de détruire à grande distance. Les mythes parlent également de dispositifs météorologiques capables de provoquer ou d'empêcher la pluie en contrôlant les phénomènes atmosphériques. Cela pourrait indiquer que les Atlantes avaient des connaissances approfondies en météorologie et en physique, qu'ils utilisaient pour leurs besoins. De plus, les technologies de communication des Atlantes pourraient inclure des dispositifs permettant d'échanger des informations sur de grandes distances. Certains chercheurs suggèrent même que les Atlantes utilisaient des cristaux pour transmettre des signaux, de manière similaire aux moyens de communication modernes tels que les téléphones mobiles ou les systèmes radio. En médecine, les Atlantes, selon certains scientifiques, possédèrent des connaissances dépassant les technologies de leur époque. Des mentions de méthodes chirurgicales et de l'utilisation de remèdes naturels pour traiter diverses maladies indiquent qu'ils avaient des connaissances sur les plantes médicinales et l'anatomie humaine. Ces réalisations, selon les légendes, créaient l'image d'une civilisation capable de réaliser des progrès technologiques majeurs et de manipuler son environnement. Cependant, malgré toutes ces suppositions, aucune preuve concrète de l'existence d'une telle civilisation hautement développée n'a été trouvée, soulignant ainsi la complexité de l'étude de la thématique atlante. Les archéologues continuent leurs recherches, mais jusqu'à présent, aucun artefact n'a été découvert qui pourrait confirmer ces technologies incroyables. Par exemple, en 1933, des archéologues ont découvert à Pompéi les restes bien conservés d'une ville ensevelie sous une couche de cendres après l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Cet événement n'a pas seulement effacé la ville de la surface de la Terre, mais a également figé sa culture pour des siècles, nous laissant de nombreux artefacts qui nous aident aujourd'hui à comprendre la vie quotidienne des Romains. Cependant, les catastrophes naturelles ne sont pas toujours aussi rapides. Dans le cas de la civilisation minoenne de Crète, sa chute est liée à l'éruption dévastatrice du volcan Terra, qui s'est produite il y a environ 16 siècles avant notre ère. En conséquence, non seulement la culture a été physiquement détruite, mais des changements climatiques durables ont également eu lieu, entraînant famine et troubles sociaux. L'activité humaine joue également un rôle significatif dans la disparition des traces des civilisations. Par exemple,
de nombreuses villes antiques ont été abandonnées, non seulement en raison de menaces extérieures, mais aussi en raison de l'épuisement des ressources naturelles. Dans le cas des Mayas, leur civilisation a prospéré pendant la période classique, mais au IXe siècle de notre ère, ils ont été confrontés à des problèmes écologiques dus à la déforestation excessive et à la surpopulation agricole. Ces facteurs ont conduit à une diminution de la population et, en fin de compte, à la dislocation de la société. Le temps et la nature contribuent également à la disparition des traces des civilisations. Au fil des siècles, de nombreux monuments et bâtiments ont été soumis à l'érosion et, par conséquent, ont été perdus dans les sables du temps. Par exemple, la célèbre civilisation de Harappa, qui existait sur le territoire actuel du Pakistan, a laissé de nombreuses villes, mais au fil des 5000 ans, leur architecture a été détruite par l'eau et le temps. Il est également important de noter que de nombreux textes anciens et enregistrements ont été perdus en raison des changements climatiques, ce qui complique la compréhension de leur culture et de leur histoire. La disparition des civilisations est un processus complexe et multidimensionnel, où les catastrophes naturelles, les actions humaines et le temps jouent des rôles importants. L'Égypte ancienne, qui a duré plus de 3000 ans, n'a pas pu échapper à ce destin. Ses monuments étaient détruits, et son art et sa culture étaient progressivement effacés de la mémoire humaine, comme en témoignent les nombreuses découvertes qui montrent comment même les plus grands empires peuvent disparaître. La légende d'Atlantide, décrite par Platon il y a environ 380 ans avant notre ère, a exercé une influence profonde sur la culture et la science, suscitant des débats et des recherches sans fin au fil des siècles. Selon ses dires, Atlantide était une civilisation puissante, existant il y a 9000 ans avant son époque et disparue en raison d'une catastrophe. Cette idée a inspiré de nombreux chercheurs et écrivains, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Par exemple, au XIXe siècle, l'explorateur Edward L. Irving a créé une carte du lieu présumé d'Atlantide dans l'océan Atlantique, basée sur les descriptions de Platon. Des recherches scientifiques, telles que celles de l'archéologue Javier Noriega en 2012, ont conduit à la recherche de possibles emplacements d'Atlantide sur des îles en mer Égée, y compris Santorin et Crète, où des éruptions volcaniques destructrices ont eu lieu. Cette légende a également inspiré de nombreux ouvrages culturels, y compris des romans, des films et même des jeux vidéo, témoignant de son influence durable sur la culture de masse. Par exemple, le roman Atlantide de Jason Burka, publié en 2001, raconte le mythe d'Atlantide à travers le prisme des technologies modernes et de l'archéologie. En science, le débat sur Atlantide est devenu un sujet d'étude interdisciplinaire, combinant archéologie, géologie et mythologie. Par exemple, le géologue Erich von Däniken, dans son livre Les vaisseaux d'Atlantide en 2004, affirme qu'Atlantide pourrait être liée à des civilisations extraterrestres anciennes, soulignant à quel point certaines théories ont été poussées loin. Les recherches scientifiques ont également mis l'accent sur la nécessité d'une approche critique des mythes, les considérant comme une réflexion de la psychologie humaine et de la mémoire historique. Des chercheurs comme le professeur de anthropologie historique Christopher S. Taylor, dans son ouvrage Mythes et réalité en 2006, affirme que les mythes de civilisations perdues, y compris Atlantide, servent souvent de métaphore pour l'étude de l'expérience humaine et du désir de connaissance. La légende d'Atlantide est souvent liée à l'idée d'utopie, ce qui la rend particulièrement attrayante pour ceux qui aspirent à une société idéale. Dans ce contexte, il est important de mentionner que, au XIXe siècle, de nombreux socialistes, tels qu'Edward B. Bunt, ont utilisé les mythes d'Atlantide pour justifier leurs idées utopiques. Ces idées se sont reflétées dans les styles architecturaux, tels que l'art déco, qui s'inspirait de thèmes mythologiques, y compris des motifs atlantes. Atlantide est également devenu un symbole de l'idéal perdu que beaucoup tentent de restaurer, comme le montrent les travaux d'auteurs tels qu'Alan Moran, qui a publié en 2003 le livre « À la recherche d'Atlantide », où il explore comment ce mythe reflète les peurs et les espoirs contemporains. De plus, les recherches en archéologie sous-marine, telles que celles de l'archéologue sous-marin Frank Goder, montrent que certaines villes submergées réelles, comme Port-Royal à la Jamaïque ou la ville antique de Mari en mer Noire, peuvent servir de véritables analogues à la mythique Atlantide.
Ces découvertes confirment que, bien que Atlantide en tant que civilisation puisse être fictive, la notion de monde perdu résonne vraiment avec l'expérience historique de l'humanité. L'étude des mythes d'Atlantide continue d'inspirer de nouvelles générations de chercheurs et de créer une base pour discuter des anciennes civilisations et de leur influence sur le présent. Il existe diverses théories expliquant les causes possibles de la disparition d'Atlantide, et parmi elles, les hypothèses sur les catastrophes naturelles occupent une place particulière. L'une des théories les plus connues est celle qui suggère qu'Atlantide pourrait avoir été détruite par un puissant séisme. Les recherches montrent que cette région était autrefois une zone sismique active. Par exemple, en 1999, un groupe de géologues dirigé par le docteur Eric Bailey a analysé le fond marin autour de l'île de Santorin et a découvert des traces de forts séismes survenus il y a environ 1600 ans, ce qui coïncide avec la période où Platon décrivait la chute d'Atlantide. D'autres chercheurs, comme le docteur Christopher Hogg, avancent l'hypothèse d'une éruption volcanique, pensant que l'éruption du volcan de Santorin aurait pu provoquer des tsunamis catastrophiques qui auraient détruit les îles voisines et peut-être même Atlantide. Des tsunamis capables de provoquer de tels ravages ont été enregistrés dans l'histoire. Par exemple, en 2014, lorsque des tsunamis ont frappé l'île indonésienne de Sumatra après un séisme de magnitude 9. Cependant, malgré de nombreuses théories, aucune n'a été définitivement confirmée et les recherches sur Atlantide continuent. Au XXe siècle, de nombreuses expéditions ont été organisées pour trouver des preuves concrètes de l'existence de cette civilisation. En 2006, un groupe de chercheurs dirigé par le docteur James Cameron a effectué des recherches sous-marines dans la région du Triangle des Bermudes, supposant qu'Atlantide pourrait s'y trouver. Cependant, malgré leurs efforts, ces recherches n'ont pas apporté de preuves convaincantes de l'existence d'Atlantide. De plus, les recherches géologiques montrent que même si un tel continent avait existé, sa disparition aurait pu être due à divers facteurs, tels que les changements du niveau de la mer et les changements climatiques. Par exemple, en 2005, un groupe de climatologues de l'Université de Californie a fourni des données montrant que le réchauffement climatique à la fin de la dernière période glaciaire aurait pu provoquer une élévation rapide du niveau de la mer, ce qui aurait pu submerger des territoires plats qui auraient pu faire partie d'Atlantide. Ces données soulignent la nécessité d'une étude plus approfondie, non seulement des légendes, mais aussi des conditions historiques et naturelles qui auraient pu influencer le destin des civilisations anciennes. Malgré l'absence de preuves concrètes, les recherches sur Atlantide continuent et de nouvelles technologies, telles que la cartographie par satellite et l'archéologie sous-marine, offrent l'espoir de découvrir des preuves plus convaincantes de son existence à l'avenir. En 2019, des chercheurs de l'Université Brown ont analysé des structures sous-marines au large de l'Espagne, supposant qu'elles pourraient faire partie d'une civilisation engloutie. La recherche de l'Atlantide, cette civilisation légendaire engloutie, a pris une ampleur significative depuis que Platon a décrit cette île dans ses dialogues Timée et Critias, il y a environ 3000 ans. C'était, par exemple, au début du XXe siècle, l'écrivain et chercheur Ignatius Donnelly a publié un ouvrage intitulé « L'Atlantide, le monde avant le déluge », dans lequel il avançait l'idée que l'Atlantide était la source de nombreuses civilisations anciennes. Ces idées ont eu une influence majeure sur la popularisation du mythe de l'Atlantide dans la culture, inspirant des auteurs comme Arthur C. Clarke et Jules Verne. Au XXe siècle, les scientifiques ont commencé à utiliser des équipements modernes pour explorer des structures sous-marines potentiellement liées à l'Atlantide. Par exemple, en 1991, un groupe d'archéologues dirigé par le docteur Richard Foster a découvert des formations rocheuses sous-marines au large des Bahamas, qui pourraient faire partie d'un continent englouti. En 2003, des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont utilisé des drones sous-marins pour explorer une structure découverte dans la région de Porto Rico. Ces drones ont permis d'obtenir des images détaillées et des modèles tridimensionnels confirmant l'existence de murs sous-marins et d'autres constructions humaines. En 2008, une expédition dirigée par le docteur John Boker a enregistré des géoglyphes inhabituels au large du Japon, également liés à la théorie de l'Atlantide. Ces structures, selon les scientifiques, pourraient être le résultat d'une activité humaine, car elles n'avaient rien de naturel.
L'analyse de ces découvertes a montré qu'il est possible qu'une civilisation dotée de technologies avancées ait existé dans cette région. De plus, en 2009, un groupe d'archéologues grecs a découvert des ruines sous-marines au large de l'île de Santorin, datées d'environ 7000 ans. Ces ruines sont également liées à la théorie d'une grande civilisation qui aurait pu exister avant les cultures grecques connues. En raison de telles découvertes, comme les structures au large de l'Espagne, l'intérêt pour la recherche de l'Atlantide est devenu non seulement culturel, mais aussi un phénomène scientifique favorisant le développement de l'archéologie sous-marine et des technologies. À travers les âges et les cultures, l'Atlantide a été perçue comme un symbole de sagesse perdue et de progrès technologique, continuant d'inspirer de nouvelles générations de chercheurs. Compte tenu de l'abondance de légendes et de faits entourant ce sujet, la recherche de l'Atlantide reste d'actualité et suscite des débats parmi les scientifiques et les amateurs d'histoire. 8 décennies après les premières recherches sérieuses sur les structures sous-marines liées à l'Atlantide, celles-ci se poursuivent encore aujourd'hui, attirant l'attention des scientifiques et des touristes. La légende d'Atlantide a exercé une influence significative sur la littérature, l'art et les recherches scientifiques, pénétrant dans la conscience humaine au fil des siècles. Pour la première fois, cette civilisation mythique a été décrite par Platon dans ses dialogues Timée et Critias, il y a environ 350 ans avant notre ère. Il affirmait qu'Atlantide était une puissante empire qui avait existé environ 9000 ans avant son époque et avait été détruite par une catastrophe. Cette description a inspiré de nombreux écrivains et artistes à créer des œuvres dédiées au continent perdu. Par exemple, au XVIIIe siècle, l'écrivain anglais Francis Bacon a décrit dans son utopie, La Nouvelle Atlantide, une société idéale basée sur les découvertes scientifiques et les principes éthiques. Au XIXe siècle, des écrivains comme Edgar Allan Poe et Gustave Flaubert ont également abordé le thème d'Atlantide, soulignant son mystère et sa tragédie. L'art n'est pas resté en marge. Des artistes comme Caspar David Friedrich ont représenté des paysages philosophiques qui pourraient être inspirés par les mythes de civilisations perdues. De plus, l'influence d'Atlantide se fait sentir dans la culture populaire. Depuis la fin du XXe siècle, des films comme Atlantis, l'Empire perdu de Disney et des jeux vidéo comme BioShock ont de nouveau suscité l'intérêt pour ce thème. La légende d'Atlantide a également évolué à travers différentes cultures. Dans les textes du Moyen Âge, elle est devenue un symbole de savoir perdu, tandis que dans la littérature de la Renaissance, elle servait souvent de métaphore pour critiquer la société contemporaine. Les recherches scientifiques sur Atlantide se poursuivent encore aujourd'hui et incluent des fouilles archéologiques, l'étude des structures sous-marines et l'analyse des textes anciens. Par exemple, au XXe siècle, des archéologues comme Manuel A. Fernandez ont tenté d'établir un lien entre des formations géographiques réelles et la mythique Atlantide, en étudiant les récifs sous-marins et les villes englouties. Au XXIe siècle, des chercheurs de divers domaines, y compris la géologie et l'archéologie, s'intéressent de plus en plus à la légende dans le cadre de recherches interdisciplinaires, ce qui souligne à la fois son importance culturelle et scientifique. Les recherches scientifiques et culturelles sur Atlantide ne se contentent pas de poser des questions sur son existence, mais contribuent également au développement des idées sur les civilisations perdues, qui continuent de fasciner les esprits. Il existe des opinions selon lesquelles cette légende reflète non seulement des aspects historiques, mais aussi psychologiques de la nature humaine, cherchant à comprendre son origine et sa place dans le monde. Par exemple, les tentatives de trouver Atlantide ont souvent conduit à des discussions sur des thèmes plus larges, tels que la nature des civilisations, les valeurs morales et les relations de l'homme avec la nature. En conséquence, l'influence de la légende d'Atlantide sur divers aspects de la vie reste inchangée, soulignant son rôle unique dans la mémoire culturelle de l'humanité. Au XXIe siècle, les recherches actives sur les structures sous-marines se poursuivent. Et en 2020, un groupe de chercheurs de l'Université de Leeds a annoncé une découverte qui pourrait être liée à la mythique Atlantide, en trouvant des ruines sous-marines au large de l'Espagne. Au cours des dernières décennies, les idées sur l'origine extraterrestre d'Atlantide suscitent des discussions actives parmi les scientifiques et les amateurs de mythologie. Par exemple, en 2017, le docteur Christopher Mellon, ancien sous-secrétaire à la Défense des États-Unis,
a suggéré que l'Atlantide pourrait être le résultat d'une civilisation hautement développée, disposant de technologies inaccessibles à l'humanité moderne. Cette opinion n'est pas unique. De nombreux chercheurs pensent que la légende d'Atlantide pourrait avoir émergé à partir d'événements réels liés à des cultures disparues, telles que les Minoens de Crète, qui ont construit des palais complexes au XXe siècle avant notre ère et possédaient des technologies navales très avancées. Les scientifiques étudient également activement la possibilité de l'existence de la vie extraterrestre, ce qui est devenu particulièrement pertinent avec la découverte des exoplanètes. Par exemple, en 2020, des astronomes ont découvert une planète nommée TRAPPIST-1, située dans la zone habitable de son étoile et offrant des conditions potentiellement favorables à la vie. Les recherches montrent que la présence d'eau liquide est un facteur clé pour l'existence de la vie, et c'est pourquoi de telles planètes deviennent des objets d'intérêt particulier. De plus, en 2019, la mission Curiosity sur Mars a découvert des preuves de l'existence d'anciens lacs, ce qui suggère que la vie pourrait avoir existé sur la planète rouge. Certains scientifiques, comme le docteur Edward Levin de la NASA, affirment que les conditions sur d'autres planètes, telles que Europe, un satellite de Jupiter, pourraient être encore plus favorables à la vie, car sous sa croûte glacée se trouve un océan riche en substances chimiques nécessaires aux réactions biochimiques. Dans le contexte de la recherche de civilisations extraterrestres, il convient de mentionner le projet SETI, qui depuis les années 1970 se consacre à la recherche de signaux radio émanant de civilisations extraterrestres. Dans le cadre de ce projet, une quantité immense de données a été analysée et en 2018, une équipe de scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley a découvert un signal étrange provenant de la direction de l'étoile Gliese, qui n'a toujours pas d'explication. De telles découvertes attisent l'intérêt pour la théorie selon laquelle l'Atlantide pourrait avoir été une société hautement développée, disposant de technologies capables de dépasser les limites de la Terre. Les recherches menées sur des planètes comme Mars ou les satellites de Jupiter et de Saturne montrent que les conditions favorables à la vie ne sont pas limitées à la Terre, et qu'il pourrait y avoir de nombreux endroits dans notre système solaire où la vie pourrait se développer sous différentes formes. Au cours des dernières années, on observe également un regain d'intérêt pour les exoplanètes situées en dehors de notre système solaire, qui pourraient posséder une atmosphère similaire à celle de la Terre. Par exemple, en 2020, des astronomes ont découvert une exoplanète nommée K2-18b. Située à environ 130 années-lumière de la Terre et possédant une atmosphère contenant des vapeurs d'eau, ce qui en fait l'une des plus prometteuses pour la recherche de la vie extraterrestre. La légende d'Atlantide, décrite par le philosophe grec antique Platon dans ses dialogues Timée et Critias, est devenue l'une des thèmes les plus discutés dans l'histoire de la culture et de la science. Platon affirmait qu'Atlantide était une civilisation puissante, ayant existé environ 9000 ans avant son époque, sur une île située au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire l'actuel Gibraltar. Selon sa description, Atlantide possédait une économie développée, une marine puissante et des technologies avancées qui lui permettaient de conquérir les terres voisines. Platon affirmait également que l'île avait été engloutie par la mer en un jour et une nuit, symbolisant la chute morale de ses habitants. Des chercheurs, comme l'archéologue et écrivain Frank Goody, au XXe siècle, ont tenté d'identifier des lieux possibles pour Atlantide, y compris les îles de Santorin et de Crète, où se trouvent les ruines de la civilisation minoenne, qui possédait effectivement des technologies et des réalisations culturelles avancées. Certains scientifiques, comme Georg Sardanapala, ont même affirmé qu'Atlantide pourrait être liée à des événements survenus à la suite de l'éruption du volcan Terra au 6e millénaire avant notre ère, qui aurait pu détruire une grande partie de la culture minoenne. La légende d'Atlantide a eu une influence significative non seulement sur l'archéologie, mais aussi sur la littérature et l'art. Les 18e et 19e siècles ont vu un regain d'intérêt pour le mythe, ce qui a conduit à la création de nombreuses œuvres artistiques, y compris le roman Atlantide de Jules Verne et le film Atlantide de Stanley Kubrick. De nos jours, les recherches sur Atlantide continuent et de nombreux scientifiques, comme le docteur Brian Foster, affirment que la découverte d'Atlantide pourrait aider à comprendre les civilisations anciennes et leurs interactions avec leur environnement.
Ces recherches soulèvent également des questions importantes sur la manière dont les mythes historiques peuvent façonner notre identité culturelle et notre perception du passé. Des méthodes scientifiques, telles que l'archéologie sous-marine et la prospection géologique, sont utilisées pour étudier les lieux possibles d'Atlantide. Et bien que des preuves convaincantes de son existence n'aient pas été trouvées, l'intérêt pour elle ne diminue pas. Au XXIe siècle, avec le développement de technologies telles que les images satellites et les robots sous-marins, les recherches sur Atlantide deviennent de plus en plus détaillées et prometteuses. Par exemple, en 2015, un groupe de scientifiques dirigé par le docteur Tony Horton a conduit une étude dans la région du Triangle des Bermudes, supposant qu'elle pourrait abriter les ruines d'une civilisation engloutie. Ainsi, le mythe d'Atlantide continue d'inspirer les recherches et les découvertes, tandis que les scientifiques tentent de résoudre les mystères que l'histoire nous a laissés. Les lignes de Nazca, situées dans le désert de Nazca au Pérou, constituent l'un des objets archéologiques les plus mystérieux et impressionnants de la planète. Ces géants géoglyphes, représentant des animaux, des plantes et des figures géométriques, ont été créés entre le VIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre ère. Parmi les plus célèbres, comme le colibri, la singe et l'araignée, certains atteignent une longueur de 300 mètres. Les chercheurs n'ont toujours pas trouvé de consensus sur leur fonction. L'une des hypothèses les plus populaires est que ces lignes servaient de calendrier astronomique, permettant aux anciens de suivre les saisons et de prédire les éclipses solaires et lunaires. Par exemple, l'archéologue américain Paul Kosok, qui a étudié les lignes dans les années 1930, a proposé que certaines d'entre elles indiquaient les lieux de lever et de coucher du soleil à différentes périodes de l'année. Cependant, il s'agit là d'une des nombreuses théories. D'autres chercheurs suggèrent que les lignes faisaient partie de rituels liés au culte des dieux ou servaient de panneaux de signalisation pour les habitants locaux, les aidant à s'orienter dans le désert. De plus, il a été proposé que les géoglyphes étaient liés à des sources d'eau, indiquant les endroits où l'on pouvait trouver de l'eau dans cette région aride. Certaines théories vont même jusqu'à suggérer que les lignes ont été créées par des extraterrestres ou servaient à leur navigation. Mais ces hypothèses sont souvent critiquées pour manquer de fondements scientifiques. Les lignes de Nazca ont également une grande valeur culturelle et historique. Elles témoignent d'une civilisation hautement développée, celle des Nazca, qui a prospéré dans cette région. Cette culture a laissé non seulement des géoglyphes, mais aussi des systèmes complexes d'irrigation qui ont permis à ses habitants de pratiquer l'agriculture avec succès dans le désert. Ainsi, les lignes constituent un élément important du patrimoine des peuples autochtones, de leurs traditions et de leur représentation du monde. Au cours des dernières décennies, les lignes de Nazca ont attiré l'attention non seulement des scientifiques, mais aussi des touristes du monde entier, ce qui pose à la fois des menaces potentielles liées à l'érosion et à la pollution. En 2000, l'UNESCO a inscrit les lignes dans la liste du patrimoine mondial, soulignant ainsi leur importance et la nécessité de leur protection. Les archéologues continuent d'explorer ces mystérieux édifices, découvrant de nouveaux faits et détails sur la vie et la culture des anciens peuples qui habitaient cette région. En 2020, une nouvelle série d'études a été menée à l'aide de drones et de technologies satellites, permettant de découvrir des géoglyphes jusqu'alors inconnus, élargissant ainsi les limites de notre compréhension de cette mystérieuse culture. Kelly suggère que ces géants géoglyphes pouvaient servir de guide rituel pour les anciens habitants de la région, qui les utilisaient pour orienter leurs prières vers les dieux. Certains chercheurs, comme l'anthropologue D.H. Smith, indiquent une fonction astronomique possible de ces lignes, affirmant qu'elles pouvaient être utilisées pour suivre les cycles solaires et lunaires. Par exemple, les lignes menant à l'horizon peuvent indiquer les points de lever et de coucher du soleil à certaines périodes de l'année, ce qui est confirmé par les observations du comportement du soleil à l'équateur. Pour créer ces géoglyphes, les anciens habitants de Nazca utilisaient des outils simples mais efficaces, tels que des bâtons et des cordes. Ils pouvaient tendre une corde entre deux points et l'utiliser comme repère, traçant des lignes sur le sol avec des moyens simples comme des pierres tranchantes. Cela créait des figures incroyablement précises, visibles uniquement depuis le ciel. Par exemple, une ligne d'environ 200 mètres, connue sous le nom de lobèse, démontre une telle précision que ces formes sont encore visibles après des milliers d'années.
Certaines théories suggèrent également que les lignes pourraient être liées à des rituels visant à assurer le bien-être et la fertilité. Les tribus habitant cette région pouvaient organiser des cérémonies le long des lignes, invoquant les dieux pour la pluie et les récoltes, ce qui est soutenu par des découvertes archéologiques telles que des récipients en céramique et des outils de travail trouvés près des lignes. Par exemple, à 2 km de la célèbre ligne Condor, des restes de sacrifices ont été découverts, ce qui confirme l'existence de rituels liés à cet endroit. Les recherches montrent que les lignes de Nazca ne servaient pas seulement de moyen de communication avec les dieux, mais étaient également une partie importante de l'organisation sociale des tribus, qui les utilisaient pour se réunir et organiser des événements publics. En conséquence, les lignes de Nazca ne sont pas simplement des géoglyphes, mais un système complexe reliant la religion, l'astronomie et les pratiques sociales des anciennes civilisations. Les lignes de Nazca, situées au Pérou, ont été préservées grâce à des conditions climatiques et écologiques uniques de la région. La composition unique du sol, composée de sols argileux et sableux, contribue également à la longévité des géoglyphes. Par exemple, les lignes ont été tracées à la surface du sol, en retirant la couche supérieure de pierres sombres, révélant le sol clair, ce qui crée un contraste visible depuis le ciel. Cependant, depuis le début du XXe siècle, ces lignes ont commencé à rencontrer des menaces modernes. L'expansion des terres agricoles et l'utilisation intensive des terres pour l'élevage ont dégradé l'état de ces anciens artefacts. En particulier, en 2007, les agriculteurs locaux ont commencé à étendre activement leurs terres, ce qui a affecté l'intégrité de certains géoglyphes. En réponse à ces menaces, des mesures de conservation ont été prises. En 2003, l'UNESCO a inscrit les lignes de Nazca sur la liste du patrimoine mondial, ce qui a entraîné une augmentation du financement et de l'attention internationale à cet endroit. Le gouvernement péruvien a également créé des zones protégées autour des lignes, où l'agriculture et la construction sont interdites. En 2009, un programme de surveillance de l'état des géoglyphes a été lancé en utilisant des technologies satellites, permettant de suivre les changements et les menaces en temps réel. De plus, des chercheurs comme le Dr Maria Rosa Arango étudient des méthodes pour protéger davantage les lignes contre l'érosion éolienne et d'autres effets naturels. Dans ce contexte, il est important de noter que les lignes de Nazca ne sont pas seulement un objet d'intérêt historique, mais aussi un élément important du patrimoine culturel du Pérou, nécessitant une attention et une protection constante face aux défis contemporains. Au XXe siècle, les lignes ont attiré l'attention des archéologues et des touristes, créant ainsi une nouvelle menace, le tourisme de masse. En 2016, le nombre de touristes visitant cette région a atteint presque 100 000 personnes par an, augmentant ainsi le risque de dommages aux géoglyphes. Les alignements astronomiques des géoglyphes de Nazca, situés dans le désert du Pérou, constituent un témoignage fascinant des connaissances et des pratiques des anciennes cultures. Ces alignements, en particulier, sont liés au mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles, ce qui atteste d'une profonde connexion des habitants locaux avec les corps célestes. Par exemple, lors du solstice d'été, qui se produit le 21 décembre, le Soleil se lève exactement au-dessus d'un des géoglyphes, connu sous le nom de candelabre. Cela crée un spectacle impressionnant lorsque les rayons du Soleil illuminent le dessin, ce qui pourrait symboliser que le peuple Nazca n'était pas seulement des observateurs, mais aussi des acteurs actifs des événements astronomiques. Les recherches menées par l'astronome Erich von Däniken dans les années 1970 indiquent également que les anciens peuples utilisaient ces alignements pour déterminer les moments de semis et de récolte, ce qui rendait leurs pratiques agricoles plus efficaces. De plus, en 2000, un groupe de chercheurs dirigé par l'archéologue David Castro a analysé plus de 100 géoglyphes, découvrant que de nombreux d'entre eux correspondaient à des événements astronomiques tels que les cycles lunaires. Cela suggère que les habitants locaux pouvaient effectuer des rituels à des jours précis lorsque les corps célestes atteignaient des positions spécifiques. Par exemple, selon les recherches, lors des pleines lunes, les habitants pouvaient célébrer des cérémonies destinées à apaiser les dieux et attirer la chance. En 2015, une étude menée par le professeur Alan Brown a montré que les géoglyphes pouvaient également servir de repères pour les pèlerins se rendant à des lieux sacrés. Ces pratiques peuvent être mises en relation avec les rituels décrits dans les chroniques des conquistadors qui témoignaient que les Incas célébraient des cérémonies en l'honneur du soleil et de la lune,
croyant que les corps célestes influençaient la vie terrestre. Il est également important de mentionner que dans l'Amérique du Sud existaient d'autres cultures, telles que les Mayas et les Aztèques, qui créaient également des structures astronomiques, telles que des observatoires et des temples, destinés à l'observation des phénomènes célestes. Ces structures, par exemple, l'observatoire de Chichén Itzá, permettaient de prédire avec précision des événements astronomiques tels que les éclipses et les équinoxes. Ainsi, on peut suivre comment les connaissances et les pratiques astronomiques des anciennes cultures étaient intégrées à leur vie, influençant l'agriculture, la religion et la structure sociale. Les artefacts trouvés aux alentours des géoglyphes, tels que des poteries ornées d'images de corps célestes, confirment également cette connexion. Les lignes de Nazca, situées dans le désert de Nazca au Pérou, représentent un exploit extraordinaire de la culture antique, et leur création nécessite une compréhension approfondie des méthodes et des outils utilisés par nos ancêtres. Selon des archéologues comme le Dr Maria Reich, qui a consacré plus de 30 ans à l'étude de ces lignes, note que les habitants locaux utilisaient des instruments spéciaux, tels que des bâtons en bois et des outils en pierre, pour enlever la couche supérieure de terre et révéler un sable plus clair qui contrastait avec l'environnement environnant. Le Dr Reich a également suggéré que pour créer de tels dessins précis et à grande échelle, un système de repères, incluant des montagnes et d'autres caractéristiques naturelles, était utilisé, permettant de maintenir les bonnes proportions et les lignes sur de longues distances. De plus, certains chercheurs pensent que les lignes pourraient avoir un caractère rituel. Par exemple, il y a des hypothèses selon lesquelles les géoglyphes étaient utilisés dans le cadre de cérémonies liées au culte de Dieu, associées à l'eau et aux récoltes, ce qui est confirmé par des artefacts trouvés dans les environs, tels que des céramiques avec des représentations d'animaux et de plantes utilisées dans les rituels. Les recherches montrent que les lignes pourraient marquer des événements astronomiques importants, tels que les équinoxes et les éclipses solaires, indiquant une connaissance approfondie des habitants locaux de la mécanique céleste. Certaines lignes, par exemple l'image d'un colibri, atteignent une longueur de 100 mètres, et leur précision soulève des questions sur la manière dont les anciens peuples ont pu atteindre un tel niveau de maîtrise sans technologie moderne. La valeur culturelle des lignes de Nazca dépasse celle d'un simple art. Elles constituaient un élément essentiel de l'identité et de la spiritualité du peuple Nazca. Ces géoglyphes ne reflètent pas seulement des traditions artistiques uniques, mais mettent également en lumière des structures sociales complexes et des croyances religieuses existant il y a plus de 2000 ans. Par exemple, lors des fouilles de 2012, des objets rituels tels que des pots en céramique et des instruments sacrificiels ont été trouvés, indiquant que les lignes pourraient être liées à des rituels visant à apaiser les dieux. Cette connexion avec les rituels et les pratiques religieuses souligne à quel point la culture Nazca était liée au cycle naturel et aux phénomènes célestes, transformant les lignes en plus que des dessins géométriques, en signes significatifs dans leur vision du monde. Il est important de noter que, bien que les lignes de Nazca soient aujourd'hui un objet d'intérêt touristique, elles sont également menacées de destruction en raison des activités humaines et du changement climatique. Au cours des dernières décennies, une partie de ces artefacts uniques a été détruite en raison de l'activité agricole et de la construction, soulignant la nécessité de leur protection et d'étude. Les lignes de Nazca au Pérou ne sont pas seulement des géoglyphes énigmatiques, mais elles étaient probablement liées à divers rituels et cérémonies des anciens habitants de cette région. Ces géants dessins, qui peuvent atteindre une longueur de 3 km, incluent des figures d'animaux, de plantes et de formes géométriques, et, selon les chercheurs, leur création pourrait être liée à des pratiques astronomiques. Par exemple, certains scientifiques, comme le Dr Maria Reich, pensaient que les lignes étaient utilisées pour observer les corps célestes, et leur orientation pourrait indiquer les points où le Soleil et la Lune se lèvent et se couchent. En particulier, les lignes orientées vers les points d'équinoxe pourraient indiquer que les anciens Péruviens les utilisaient pour déterminer les moments de semis et de récolte. Le grand géologue et archéologue Paul Kosloff, dans son travail, décrivait comment certaines figures, comme un immense lézard, pourraient être liées à des cultes de fertilité où des rituels comme les sacrifices jouaient un rôle important dans la vie religieuse. Il est important de noter que les lignes de Nazca ont été créées entre 400 avant notre ère et 900 après notre ère.
ce qui en fait une partie d'une complexe mosaïque culturelle et historique de la région. Au fil des siècles, elles ont pu servir non seulement à des observations astronomiques, mais aussi à des rituels visant à apaiser les dieux ou à assurer la réussite dans l'agriculture. De plus, l'étude de ces lignes ouvre la porte à la compréhension de la structure sociale et des croyances religieuses des anciennes civilisations, comme celle de Nazca, qui pouvait rassembler les gens pour des rituels et des fêtes communs. Par exemple, certains chercheurs affirment que les lignes faisaient partie de grandes processions, incluant des chants, des danses et des sacrifices. Des découvertes comme la céramique et les outils trouvés près de ces géoglyphes confirment que ce n'était pas seulement de l'art, mais une partie de traditions profondément enracinées. La valeur culturelle des lignes de Nazca dépasse le simple aspect visuel. Elles incarnent le lien entre l'homme et la nature et les cieux. Et, selon les chercheurs, elles servaient de lieu où les gens se rassemblaient pour discuter des questions concernant leur vie et le monde qui les entoure. Ces rituels et cérémonies reflétaient non seulement des aspects religieux, mais aussi sociaux de la vie, ce qui rend l'étude des lignes de Nazca importante pour comprendre leur contexte historique. Les figures les plus célèbres, comme le colibri et la singe, pourraient ne pas être seulement des objets de vénération, mais des symboles reflétant les cycles naturels et les changements temporels. Par exemple, le colibri pourrait être associé au printemps et au début d'un nouveau cycle de vie, tandis que la singe pourrait symboliser la sagesse et l'agilité. Ainsi, les lignes de Nazca pourraient représenter un réseau complexe de symboles et de rituels qui unissaient les anciens clans dans une tradition culturelle unique, intégrant des pratiques astronomiques et religieuses. Les archéologues continuent d'étudier ces géoglyphes énigmatiques, et chaque nouvelle découverte aide à mieux comprendre leur véritable signification qui pourrait avoir été perdue pour les générations modernes. Au XXIe siècle, avec le développement des technologies comme les prises de vue par drone et l'analyse de grandes données, les scientifiques peuvent découvrir de nouvelles régularités et relations entre les figures qui restaient jusqu'alors non détectées. Par exemple, en 2012, un groupe de chercheurs de l'Université de Tokyo a découvert que certaines lignes étaient probablement créées en fonction d'événements astronomiques, comme les éclipses solaires. Au cours des dernières décennies, des théories sur l'origine extraterrestre des lignes de Nazca ont émergé, suscitant à la fois l'intérêt et les controverses parmi les scientifiques. En 1996, un groupe de chercheurs dirigé par le professeur José A. Morales de l'Université de Lima a analysé les lignes et a conclu que leur forme et leur disposition pourraient indiquer une possible connexion avec d'autres mondes. Les scientifiques ont également étudié diverses sources, y compris des textes anciens et des légendes des peuples autochtones, qui mentionnent des divinités descendant du ciel et interagissant avec les humains. Dans les années 1930, peu après la découverte des lignes, l'archéologue américain Paul Kosok a suggéré que ces structures pourraient avoir servi de repères de navigation pour les Incas. Cependant, malgré de nombreuses recherches scientifiques, aucune preuve ne confirme l'origine extraterrestre des lignes. Des scientifiques modernes, comme le docteur Mario Polidoro, affirment que les lignes ont probablement été créées à l'aide d'outils simples et de ressources locales, telles que des pierres et des cordes. En 2000, un groupe d'astronomes de la NASA a mené une étude sur les conditions possibles pour l'existence de la vie extraterrestre sur d'autres planètes. Ils ont conclu que la présence d'eau, d'éléments nécessaires et de conditions stables pourrait permettre le développement de la vie sous diverses formes. Des lieux comme l'exoplanète Traban, où ces conditions existent, suscitent l'intérêt des chercheurs. Les recherches scientifiques sur la vie extraterrestre se poursuivent activement. En 2021, le rover Perseverance a commencé sa mission pour rechercher des traces de vie sur Mars, tandis que le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, explore les signaux radio à la recherche de messages possibles d'autres civilisations. Tandis que les scientifiques continuent d'explorer divers aspects de l'espace, les lignes de Nazca restent un mystère, suscitant à la fois l'admiration et le scepticisme. Les pyramides de Gizeh, situées sur le plateau de Gizeh en Égypte, ne sont pas seulement des chefs-d'œuvre architecturaux, mais aussi des mystères qui continuent de fasciner les chercheurs. La plus célèbre d'entre elles est la grande pyramide de Khéops, construite il y a environ 2500 ans avant notre ère. Sa hauteur de 146 mètres en fait la plus haute pyramide du monde pendant plus de 3000 ans. Sa construction nécessitait l'utilisation de technologies complexes et de ressources importantes,
ce qui soulève la question de savoir comment les anciens Égyptiens, sans outils modernes, ont pu atteindre de tels résultats. L'une des hypothèses les plus populaires est que pour déplacer les blocs de pierre, dont certains pesaient jusqu'à 2,5 tonnes, on utilisait des rampes inclinées dont la longueur pouvait atteindre 1 kilomètre. Les recherches montrent que la construction des pyramides a pris environ 20 ans et a mobilisé des dizaines de milliers de travailleurs. Cependant, la fonction de ces immenses constructions est sujette à débat. Traditionnellement, on considère que les pyramides servaient de tombeaux pour les pharaons, mais certains scientifiques, comme l'archéologue américain Mark Lehner, avancent l'hypothèse qu'elles pouvaient également servir d'observatoire pour les observations astronomiques. De plus, on pense que les pyramides étaient liées à des rituels religieux et servaient de lieu de culte. Près des pyramides se trouvent des temples qui, selon les chercheurs, étaient utilisés pour des cérémonies liées à la vie après la mort. La valeur culturelle des pyramides est difficile à surestimer. Elles ne sont pas seulement le symbole de la civilisation égyptienne antique, mais aussi l'incarnation des réalisations humaines en architecture et en construction. Les pyramides de Gizeh font partie des 7 merveilles du monde ancien et continuent d'attirer l'attention des touristes et des chercheurs du monde entier. En 2018, de nouvelles recherches au laser ont permis de découvrir des structures souterraines jusqu'alors inconnues, ajoutant de nouvelles couches aux mystères existants. Ces découvertes soulèvent la question de savoir quelles autres énigmes pourraient être cachées sous les sables de l'Égypte. Parmi les nombreuses théories sur le destin des pyramides de Gizeh, les idées les plus courantes concernent leur signification religieuse et astronomique. De nombreux chercheurs, tels que l'archéologue Zahi Hawass, affirment que les pyramides ne servaient pas seulement de tombeaux pour les pharaons, mais aussi d'importantes observatoires astronomiques. Par exemple, l'axe de la pyramide de Khéops est orienté vers le nord avec une précision d'1 degré, ce qui témoigne du haut niveau de connaissances astronomiques des anciens Égyptiens. Ils utilisaient les cycles solaires et stellaires pour planifier leurs rituels et leurs travaux agricoles. Il existe des hypothèses selon lesquelles les pyramides pourraient refléter la disposition des étoiles dans le ciel, en particulier les étoiles Sirius et l'étoile polaire, qui avaient une signification particulière dans la mythologie égyptienne. De plus, récemment, les scientifiques ont avancé l'hypothèse que les pyramides étaient utilisées comme des portails vers l'au-delà, ce qui est confirmé par le nombre d'objets rituels trouvés à l'intérieur. Pour construire de telles structures monumentales, les anciens Égyptiens utilisaient probablement des méthodes et des outils complexes. La théorie la plus courante est l'utilisation de systèmes de rampes inclinées qui permettaient de soulever des blocs de calcaire et de granit lourd. Par exemple, la construction de la pyramide de Khéops nécessitait environ 2 millions de blocs de pierre, chacun pesant entre 2 et 6 tonnes. Les travailleurs qui construisaient les pyramides utilisaient des outils simples mais efficaces, tels que des burins en cuivre et des marteaux en pierre, ainsi que des méthodes de mesure basées sur des observations astronomiques. Il est important de noter que la construction des pyramides ne se faisait pas sans cérémonie et rituels, qui étaient peut-être réalisés pour assurer le succès du chantier et se protéger des esprits maléfiques. Les recherches montrent que des sacrifices étaient souvent pratiqués sur le site de construction, y compris des repas sacrificiels qui pouvaient inclure du pain, de la viande et du vin. Ces rituels avaient probablement pour but de bénir le pharaon et son équipe, ce qui est confirmé par les découvertes d'objets sacrificiels à proximité des pyramides. Ainsi, les pyramides de Gizeh ne sont pas seulement des réalisations architecturales majestueuses, mais aussi des symboles culturels complexes reflétant les croyances religieuses et astronomiques des anciens Égyptiens. En particulier, la découverte en 2014 sur le territoire adjacent à la pyramide de Khéphren d'un certain nombre d'artefacts tels que des statues rituelles et de la céramique confirme l'existence de pratiques rituelles liées à ces structures monumentales. Les méthodes et outils utilisés pour la construction des pyramides de Gizeh représentent un mélange unique de génie ingénieux et de travail acharné des anciens Égyptiens. Entre 2000 et 200 ans avant notre ère, lorsque les pyramides d'Héops, d'Éphrine et de Mykérinos étaient construites, les travailleurs utilisaient des technologies simples mais efficaces. Pour déplacer de gros blocs de pierre pesant jusqu'à 200 tonnes, ils utilisaient des systèmes de rampes inclinées, des traîneaux en bois long et du lubrifiant, probablement de l'eau ou de l'huile. Les blocs les plus célèbres utilisés dans la construction étaient en calcaire et en granit,
et leur extraction se faisait dans des carrières situées à une distance de jusqu'à 80 km du site de construction. Il convient de noter séparément que pour l'édification des pyramides, on utilisait des niveaux et des règles permettant d'obtenir une précision dans les mesures. Chaque pierre était soigneusement choisie et travaillée, et les assemblages entre elles étaient si serrés que les experts modernes ne peuvent déterminer comment ils ont été réalisés. Il existe également des témoignages de cérémonies rituelles effectuées pendant la construction qui soulignent l'importance de ces constructions dans la vie religieuse des anciens Égyptiens. Par exemple, des archéologues ont découvert des traces d'offrandes, telles que des statues et de la céramique destinées aux dieux, qui, selon les anciens Égyptiens, protégeaient les travailleurs. Ces rituels pouvaient inclure des processions au cours desquelles les travailleurs apportaient des dons aux dieux pour assurer la chance et la protection. La valeur culturelle et historique des pyramides de Gizeh ne se limite pas à leur majesté et à leurs réalisations architecturales. Les pyramides étaient des symboles de la puissance des pharaons et de leur statut divin, ainsi que des lieux de culte où l'on honorait les rois défunts. Par exemple, la pyramide d'Héops, haute de 146 mètres, était la plus haute construction du monde pendant plus de 3000 ans. Elle ne se contente pas de fasciner par ses dimensions, mais démontre également le niveau d'organisation du travail et de planification qui caractérisait l'Égypte ancienne. Chaque élément, de la structure intérieure à l'ornementation extérieure, était soigneusement conçu pour souligner le lien entre le roi et les dieux, ainsi que pour assurer son immortalité. À l'intérieur des pyramides se trouvent des systèmes complexes de couloirs et de chambres destinés aux inhumations et aux rituels. Par exemple, dans la pyramide d'Éphrin, une tombe en pierre entourée de symboles rituels a été découverte, ce qui confirme l'importance de tels lieux pour la pratique religieuse. De plus, de nombreuses découvertes, telles que des statues et des amulettes, témoignent du fait que les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, mais aussi des centres de la vie culturelle où se déroulaient des rituels et des cérémonies. Importance. Les alignements astronomiques des pyramides, en particulier à Gizeh, sont liés à la position précise des étoiles et des événements solaires, ce qui met en évidence les connaissances astronomiques profondes des anciens Égyptiens. Par exemple, la grande pyramide de Khéops est orientée vers le nord avec une précision d'1 seul degré, ce qui témoigne du haut niveau de maîtrise des constructeurs, qui utilisaient des observations astronomiques pour atteindre une telle précision. Les scientifiques pensent que les Égyptiens pouvaient utiliser le ciel étoilé pour la navigation et la détermination du temps. Les connaissances sur les étoiles et les cycles astronomiques étaient importantes pour l'agriculture, car elles aidaient à déterminer le meilleur moment pour la semence et la récolte. Les pratiques culturelles anciennes, comme l'observation de le lever de Sirius, étaient liées au début de la crue du Nil, qui se produisait à la fin juin. Cet événement était marqué par des rituels qui soulignaient le lien entre les phénomènes célestes et la vie terrestre. Il est important de noter que l'astronomie en Égypte ancienne n'était pas seulement une science, mais aussi une pratique spirituelle. Les rituels, comme la célébration du lever du soleil lors du solstice d'hiver, incluaient des cérémonies complexes qui symbolisaient la victoire de la lumière sur les ténèbres. De plus, dans les temples, il y avait des observatoires spéciaux où les prêtres pouvaient observer les corps célestes, enregistrer leurs mouvements et prédire les événements astronomiques. Les Mayas, également, ont fait preuve de connaissances astronomiques exceptionnelles en créant des calendriers précis à un jour près sur des milliers d'années. Leurs pyramides, comme celle de Kukulkan à Chichén Itzá, étaient conçues pour créer des effets d'ombre spécifiques lors des équinoxes, ce qui faisait partie des rituels dédiés aux dieux. Ces liens astronomiques et culturels montrent comment les anciens peuples utilisaient leurs connaissances pour créer des rituels complexes qui les aidaient à expliquer le monde qui les entourait et à maintenir une connexion avec les forces supérieures. En particulier en Égypte ancienne, ces rituels incluaient souvent des sacrifices et des célébrations visant à obtenir la faveur des dieux et des récoltes abondantes. Ces événements étaient souvent enregistrés en hiéroglyphes sur les murs des temples et des tombes, ce qui atteste de l'importance des connaissances astronomiques dans leur culture. Par exemple, dans le temple d'Amon-Ra à Karnak, il y a des enregistrements de rituels qui se déroulaient lors des éclipses solaires, lorsque les prêtres se rassemblaient pour des prières et des sacrifices afin d'apaiser les dieux. L'astronomie, ainsi, devenait une partie intégrante de la vie religieuse, renforçant le lien entre les hommes et les phénomènes célestes. Ces pratiques existaient non seulement en Égypte,
mais aussi dans d'autres civilisations, comme les Sumériens, qui ont créé leur propre système astronomique basé sur l'observation de la Lune et des planètes. Les Sumériens ont développé un calendrier basé sur les cycles lunaires, ce qui leur permettait de prédire avec précision les phases lunaires. Leurs connaissances astronomiques étaient également utilisées en astrologie, ajoutant un aspect spirituel aux observations scientifiques. La comparaison des pratiques astronomiques de différentes civilisations montre à quel point ces connaissances étaient importantes pour leur développement. Les thèmes concernant l'origine extraterrestre des pyramides de Gizeh suscitent de nombreuses controverses et théories, malgré l'absence de preuves concrètes qui continuent d'attirer l'attention des chercheurs et des passionnés. Certains scientifiques, comme le docteur Caroline Murphy, suggèrent que de tels monuments majestueux pourraient être le résultat de contacts avec des civilisations extraterrestres hautement développées. Dans son livre « Les pyramides, mystères de l'Égypte ancienne », elle affirme que la structure et la disposition des pyramides correspondent parfaitement au système stellaire, ce qui soulève des questions sur la possibilité que les anciens Égyptiens aient pu obtenir ces connaissances d'extraterrestres. Cependant, la majorité des archéologues, y compris le professeur John A. Martin de l'Université de Cambridge, insiste sur le fait que les pyramides ont été construites avec l'aide d'un grand nombre de travailleurs utilisant des outils et des méthodes primitives. Par exemple, pour la construction de la grande pyramide de Khéops, achevée vers 2520 avant notre ère, il a fallu environ 2 millions de blocs de calcaire, chacun pesant plus de 2,5 tonnes. Les recherches montrent que pour cela, des systèmes complexes de rampes inclinées et de travailleurs capables de déplacer les blocs sur une surface sablonneuse ont été utilisés. Tandis que les théories sur l'influence extraterrestre persistent, les scientifiques continuent activement d'étudier les conditions nécessaires à l'existence de civilisations extraterrestres. Par exemple, le projet Kepler, lancé en 2009, a découvert plus de 2000 exoplanètes situées dans la zone habitable de leurs étoiles, où les conditions pourraient être favorables à la vie. Ces recherches posent des questions importantes sur les facteurs nécessaires à l'émergence de la vie sur d'autres planètes, y compris la présence d'eau, d'une atmosphère et d'un climat stable. En particulier, des planètes comme Proxima Centauri b, située à seulement 4 années-lumière de la Terre, suscitent l'intérêt des astronomes, car elles pourraient avoir des conditions propices au développement de la vie organique. De plus, Mars, étudié par des missions comme Curiosity et Perseverance, montre des preuves de la présence d'eau dans le passé, ce qui en fait un candidat potentiel pour la recherche de signes de vie extraterrestres. Les recherches sur la Lune et les satellites de Jupiter et Saturne, comme Europe et Encelade, montrent également l'existence d'océans sous-glaciaires, ce qui renforce les hypothèses sur l'existence de la vie en dehors de la Terre. Malgré les théories abstraites, les faits scientifiques rigoureux et les données issues de nombreuses années de recherche soulignent que la vie sur d'autres planètes pourrait exister dans des conditions similaires à celles de la Terre. Le mécanisme d'Anticythère, découvert en 2000 avant notre ère sur un navire coulé près de l'île d'Anticythère, constitue l'un des dispositifs les plus mystérieux et complexes jamais créés dans l'Antiquité. Des chercheurs comme le professeur John Graham de l'Université de Canterbury ont découvert que le mécanisme pouvait non seulement représenter la position du Soleil et de la Lune, mais aussi des planètes comme Vénus et Mars sur la sphère céleste. Les premières mentions de ce mécanisme remontent au début du XXe siècle, lorsque ces artefacts ont été étudiés à l'aide de tomodensitométrie, révélant une structure plus complexe que prévu. Certains chercheurs, notamment le professeur Derek de Solar Price, ont suggéré que le mécanisme d'Anticythère pourrait avoir été créé à la fin du IIe siècle avant notre ère, le plaçant ainsi au même niveau que d'autres réalisations scientifiques de l'Antiquité. Plusieurs théories existent quant à son utilisation. L'une des plus populaires suggère qu'il était destiné à l'enseignement des futurs astronomes et navigateurs, tandis qu'une autre propose qu'il était utilisé pour des rituels religieux liés à des événements astronomiques. Tandis que certains chercheurs sont convaincus qu'il s'agissait d'un dispositif unique sans équivalent, d'autres soulignent l'influence possible d'autres cultures, comme l'Égypte ou Babylone, sur sa création. Cela pose la question de l'étendue des technologies de l'Antiquité et de leur compréhension de l'astronomie. La valeur culturelle du mécanisme d'Anticythère ne peut être sous-estimée. Il démontre non seulement la maîtrise technique des Grecs anciens, mais aussi qu'ils possédaient des connaissances perdues au Moyen Âge.
Le mécanisme est devenu un symbole de progrès scientifique et d'inspiration pour les générations futures de scientifiques et d'ingénieurs, soulignant que les réalisations des civilisations anciennes dépassaient souvent notre compréhension des limites de l'intelligence humaine. Les recherches continuent et des scientifiques du monde entier tentent de percer ces mystères, y compris en utilisant des technologies modernes pour analyser sa structure et ses fonctions. Par exemple, en 2021, un groupe de chercheurs de l'Université d'Aristote à Thessalonique a mené de nouvelles expériences avec des modèles reconstruits, confirmant certaines hypothèses sur son utilisation en navigation. Le mécanisme d'Anticythère, découvert à 2000 mètres de la côte de l'île grecque d'Anticythère en 1900, constitue un témoignage extraordinaire de l'ingénierie grecque antique. Il existe des théories selon lesquelles les astronautes de l'Antiquité auraient pu l'utiliser pour déterminer la position des étoiles, ce qui était vital pour les marins partant en long voyage maritime. L'un des chercheurs les plus célèbres de cet appareil est le professeur Jason Hughes, qui en 2005 a proposé que le mécanisme pouvait non seulement afficher les cycles solaires et lunaires, mais aussi prédire les éclipses solaires. En outre, les scientifiques pensent que des outils tels que des compas mécaniques simples et des niveaux ont pu être utilisés pour créer ce mécanisme avec une grande précision. Par exemple, l'analyse a montré que les engrenages du mécanisme étaient fabriqués avec une grande précision, ce qui confirme l'utilisation de technologies avancées de traitement des métaux pour l'époque. Selon l'historienne d'art Grace Lawrence, de tels mécanismes pouvaient faire partie de rituels ou de cérémonies liés au culte des dieux astronomiques comme Hélios et Sélénée. Par exemple, dans les rituels de sacrifice des Grecs anciens, des sacrifices étaient souvent effectués à des jours où les corps célestes se trouvaient dans des positions spécifiques. Cela met en évidence l'importance des observations astronomiques dans les pratiques religieuses de l'époque. De plus, certains chercheurs suggèrent que le mécanisme pouvait être utilisé pour enseigner aux jeunes Grecs les bases de la navigation et de l'astronomie, ce qui expliquerait sa complexité et sa fonctionnalité. Dans ce contexte, il est important de noter que des mécanismes de ce type pouvaient être créés uniquement dans des sociétés développées capables de fournir non seulement des ressources techniques, mais aussi intellectuelles. Le haut degré de détail dans le mécanisme implique la présence de maîtres expérimentés qui pouvaient non seulement fabriquer ces détails complexes, mais aussi les intégrer dans un système unifié. Des recherches menées en 2006 par un groupe d'universitaires du Musée archéologique national d'Athènes ont montré que le mécanisme contenait plus de 30 engrenages différents, le plaçant au même niveau que les horloges modernes. Ces données permettent d'affirmer que le mécanisme d'Anticythère pouvait effectivement être utilisé comme un outil unique pour la navigation et les observations astronomiques dans le monde antique. Le mécanisme d'Anticythère, créé au 1er ou 2e siècle avant notre ère, constitue un exemple remarquable de l'ingénierie et de l'astronomie grecques antiques. Pour sa fabrication, divers instruments ont été utilisés, tels que des outils en bronze pour découper des détails complexes et des éléments mécaniques, y compris des engrenages et des axes. Les archéologues travaillant sur l'île d'Anticythère ont découvert que le mécanisme comportait plus de 30 engrenages en bronze, soigneusement polis, et conçu pour assurer un mouvement précis des corps célestes. L'un des chercheurs ayant étudié le mécanisme est le professeur Derek de Soto de l'Université de Californie, qui soutient que certains des engrenages présentaient des dents avec un angle d'inclinaison permettant leur fonctionnement dans différents modes, ce qui témoigne d'un haut niveau de connaissance en mécanique chez les anciens Grecs. Cependant, le mécanisme d'Anticythère ne servait pas uniquement à la navigation et aux calculs astronomiques, mais pouvait également avoir un lien avec des rituels et des cérémonies liés à des événements astronomiques. Par exemple, dans la culture grecque antique, les phénomènes astronomiques étaient souvent associés à des dieux et utilisés pour déterminer les dates des fêtes religieuses. Les recherches menées par les archéologues et les historiens montrent que le mécanisme pouvait être utilisé pour prédire les éclipses solaires et lunaires, ce qui pouvait influencer le choix des dates pour des rituels importants, tels que les Jeux olympiques ou les fêtes en l'honneur des dieux. Par exemple, lors d'une éclipse solaire survenue en 885 avant notre ère, les prêtres grecs pouvaient utiliser le mécanisme pour prédire ce phénomène, ce qui leur permettait de célébrer les rites appropriés. La valeur culturelle du mécanisme d'Anticythère est inestimable. Il est devenu un symbole du progrès scientifique et du développement intellectuel de la civilisation grecque antique.
Par exemple, son système complexe d'engrenages et de roues dentées montre que les savants grecs possédaient des connaissances approfondies en calcul mathématique et en mécanique, ce qui a précédé des réalisations ultérieures en mécanique, telles que les travaux d'Archimède. De plus, le mécanisme peut être considéré comme l'un des premiers exemples de l'utilisation de la technologie pour résoudre des problèmes astronomiques, ce qui a inspiré les générations suivantes de scientifiques et d'inventeurs. Ainsi, le mécanisme denticitaire n'est pas seulement un artefact important pour comprendre la science grecque antique, mais il a également influencé le développement de l'astronomie et de la mécanique au fil des siècles. En 2018, une équipe italienne de chercheurs dirigée par le professeur Cosimo Signorini a conduit de nouvelles recherches qui ont confirmé que le mécanisme pouvait être utilisé non seulement pour prédire les éclipses, mais aussi d'autres événements astronomiques tels que les cycles planétaires, ce qui souligne encore davantage son importance dans l'histoire de la science. Par exemple, au XXIIe siècle avant notre ère, les prêtres égyptiens construisaient des temples, tels que le temple de Hatshepsut à Deir el-Bahari, en tenant compte d'un alignement précis avec le lever du soleil lors du solstice d'hiver. Cet événement ne marquait pas seulement le début d'une nouvelle année solaire, mais symbolisait aussi la renaissance et le renouvellement. Au Mexique, les Mayas utilisaient leurs vastes connaissances en astronomie pour créer des systèmes calendaires complexes qui permettaient de prédire les éclipses et d'autres événements astronomiques importants. Par exemple, leur calendrier Tzolk'in, composé de 620 jours, était lié au cycle de Vénus, ce qui montre à quel point ils pouvaient observer les corps célestes avec précision. Les cultures anciennes ne se contentèrent pas de noter les événements astronomiques, mais les associaient aussi à des rituels et des cérémonies, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de signification. Par exemple, en Égypte ancienne, la pleine lune pouvait indiquer le moment des travaux agricoles, et des cérémonies spéciales étaient organisées pour apaiser les dieux responsables des récoltes. De manière similaire, les Aztèques marquèrent les moments où les planètes se trouvaient dans des positions spéciales, en organisant des sacrifices pour assurer le bien-être de leur ville. Ces rituels n'étaient pas aléatoires. Ils étaient souvent accompagnés d'observations astronomiques qui étaient consignées dans des codex et des parchemins. Par exemple, dans le codex de Dresde, daté d'environ le XIVe siècle, figurent des enregistrements précis de tels alignements, comme la conjonction de Vénus et Jupiter, ce qui suggère une connaissance approfondie des astronomes anciens. Il existe également des preuves que dans les villes-États sumériennes comme Ur et Lagash, les alignements astronomiques étaient utilisés pour planifier les cycles agricoles. Les prêtres observaient les positions des étoiles et des planètes pour déterminer le meilleur moment pour semer et récolter. Ces connaissances étaient transmises de génération en génération et étaient souvent entourées d'un mystère et d'une sainteté, ce qui leur conférait une valeur particulière dans la société. Dans ce contexte, il devient clair que les peuples anciens ne se contentaient pas d'utiliser les connaissances astronomiques, mais les intégraient aussi dans leur vie culturelle et religieuse, rendant l'astronomie partie intégrante de leur identité. Par exemple, dans la culture des Incas, les alignements astronomiques étaient utilisés pour déterminer le moment des rituels des solstices, lors desquels des cérémonies massives étaient organisées pour apaiser le soleil, considéré comme un dieu. Ces pratiques montrent comment les événements astronomiques influençaient la vie quotidienne et les croyances religieuses des cultures anciennes, incitant les gens à prêter attention au ciel comme à un reflet de leur destinée. Dans ce contexte, il est important de mentionner que dans diverses cultures, les alignements astronomiques pouvaient signifier non seulement un présage de prospérité, mais aussi un avertissement de malheur. Par exemple, à Rome antique, l'apparition d'une comète pouvait être perçue comme un signe de malheur imminent, ce qui soulignait l'importance de l'astronomie dans la formation de la conscience publique. En fin de compte, les civilisations anciennes utilisèrent leurs connaissances astronomiques non seulement pour comprendre le monde qui les entourait, mais aussi pour créer des structures qui les aidaient à organiser leur société, reflétant la relation entre les phénomènes célestes et la réalité terrestre. La discussion du mécanisme denticitaire, découvert en 1900 sur l'île grecque d'Anticythère, soulève de nombreuses questions sur son éventuelle origine extraterrestre. Ce mécanisme unique, considéré comme le premier ordinateur analogique, a été créé environ au 1er siècle avant notre ère et utilisé pour calculer les positions astronomiques et les éclipses. Au cours des dernières décennies,
des scientifiques comme le docteur James Hall de l'Université de Liverpool ont avancé des théories selon lesquelles les technologies utilisées pour créer le mécanisme pourraient avoir été empruntées à des civilisations extraterrestres. Cependant, de telles affirmations suscitent souvent le scepticisme parmi les historiens et les archéologues. Tandis que certains chercheurs, comme le Dr Andrew Chan de l'Institut de technologie de Californie, affirment que la complexité de l'appareil pourrait indiquer un niveau de connaissance plus élevé que prévu, d'autres pensent que cela témoigne simplement des exceptionnelles capacités des Grecs anciens en mécanique et en astronomie. Dans la recherche de réponses à la question de l'existence de la vie extraterrestre, les scientifiques étudient également des planètes dans la zone habitable, comme Kepler 443b, découverte en 2012, située à environ 140 années-lumière de la Terre et de taille similaire à celle de la Terre. Les conditions sur de telles planètes, y compris la présence d'eau et une atmosphère appropriée, peuvent créer des conditions favorables à la vie. De plus, l'étude de lieux comme le satellite de Jupiter-Europe et le satellite de Saturne-Encelade montrent que sous leur surface glacée pourraient se trouver des océans, ce qui augmente également les chances de l'existence de la vie microbienne. Dans le cadre du programme SETI, lancé en 1962, les scientifiques utilisent des radiotélescopes pour rechercher des signaux qui pourraient indiquer l'existence de civilisations extraterrestres. Le programme repose sur l'hypothèse que si des civilisations extraterrestres existent, elles pourraient essayer de communiquer en utilisant des ondes radio. Des recherches récentes montrent qu'il pourrait y avoir plus de 36 milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie, ce qui soulève indéniablement la question de la probabilité de l'existence d'autres êtres intelligents. Par exemple, lors de la conférence d'astrobiologie en 2020, les scientifiques ont discuté de la possibilité de découvrir de la vie microbienne sur Mars, où des traces de méthane ont été trouvées au cours des dernières années, ce qui pourrait indiquer une activité biologique. Tandis que certains chercheurs se concentrent sur la recherche de signaux radio, d'autres, comme le professeur Stephen Hawking, ont mis en garde contre les dangers potentiels du contact avec les extraterrestres, pensant que cela pourrait entraîner des conséquences négatives pour l'humanité. L'incertitude et la peur liées à ce sujet suscitent de nombreux débats parmi les scientifiques, les philosophes et le grand public. Cependant, les recherches continuent et chaque nouveau jour apporte de nouvelles découvertes qui pourraient modifier notre compréhension de la vie dans l'univers. En 2020, le télescope James Webb a été lancé pour l'étude des exoplanètes, ouvrant de nouvelles perspectives pour les astronomes et les astrophysiciens. Les technologies anciennes dont nous avons connaissance nous semblent souvent magiques, mais en réalité, elles sont le fruit du génie humain. Un exemple particulièrement intéressant est la batterie de Bagdad, également connue sous le nom de vase parallèle. Cet artefact, découvert dans les années 1930 près de Bagdad, se compose d'un pot en terre cuite contenant un cylindre en cuivre et une tige en fer. Les scientifiques supposent que cet objet pouvait être utilisé pour produire de l'électricité, remettant ainsi en question les représentations traditionnelles du développement technologique dans l'Antiquité. Certains chercheurs, comme David Hawkins, affirment que la batterie de Bagdad pouvait produire une tension de 2 volts, suffisante pour des processus électriques mineurs, comme le traitement électrochimique des métaux. Il existe de nombreuses théories sur l'utilisation de ces dispositifs, de la médecine à la pratique rituelle. L'importance de tels artefacts ne réside pas seulement dans leur fonctionnalité, mais aussi dans le fait qu'ils montrent le haut niveau de connaissance des civilisations anciennes en physique et en chimie. Par exemple, en Égypte ancienne, des méthodes complexes étaient utilisées pour traiter l'or, y compris l'amalgamation, un processus où le mercure se combinait avec l'or pour en extraire ce dernier. Cela nécessitait non seulement des connaissances sur les propriétés des métaux, mais aussi des compétences pour manipuler des substances chimiques dangereuses. De plus, en Mésopotamie, des technologies d'irrigation se développaient, permettant aux populations rurales d'utiliser efficacement l'eau pour l'irrigation des champs, ce qui favorisait le développement de l'agriculture et la croissance de la population. Ces technologies avaient un impact significatif sur le développement social et économique de la région. Par exemple, entre le XIIIe et le XIe siècle avant notre ère, des réseaux de canaux étendus étaient construits en Mésopotamie pour irriguer des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles. Il est également important de mentionner les Romains anciens, qui construisaient des aqueducs pour transporter l'eau sur de longues distances. Cela nécessitait non seulement des compétences en ingénierie,
mais aussi des connaissances approfondies en géodésie et en hydraulique. De tels accomplissements montrent comment les civilisations anciennes ne seulement survivaient, mais prospéraient en utilisant des connaissances qui peuvent être considérées comme les bases de la science moderne. La valeur culturelle et historique de telles technologies est difficile à surestimer, car elles non seulement façonnaient l'apparence des sociétés anciennes, mais aussi constituaient la base de nombreuses découvertes scientifiques et technologies modernes. Par exemple, on peut établir un parallèle entre les méthodes anciennes de traitement des métaux et les processus modernes utilisés dans l'industrie. L'étude des technologies anciennes, telles que la batterie de Bagdad, ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre l'histoire humaine et le développement des connaissances scientifiques. À cet égard, de nombreux chercheurs continuent aujourd'hui de travailler pour percer les mystères cachés derrière ces artefacts, soulignant ainsi l'intérêt constant pour notre héritage historique. Dans ce contexte, il est pertinent de mentionner qu'en 2006, une conférence internationale a eu lieu, où des scientifiques du monde entier ont discuté des technologies anciennes et de leur influence sur le présent. Les anciennes technologies sont généralement associées à deux aspects principaux, leur usage médical et religieux. Par exemple, en Égypte ancienne, dès le 3e millénaire avant notre ère, on utilisait divers instruments chirurgicaux, tels que des scalpels et des pinces en cuivre et en bronze. Les médecins égyptiens, comme Imhotep, qui vivait environ 2 millénaires avant notre ère, ont développé des méthodes de traitement basées à la fois sur l'expérience pratique et sur des rituels magiques. Imhotep, la première figure connue en médecine, a écrit le Texte des maladies, qui décrivait les méthodes de traitement de divers maux, tant physiques que spirituels. De plus, dans les villes-États sumériennes comme Uruk et Ur, on a découvert des tablettes d'argile avec des inscriptions sur les pratiques médicales mentionnant des plantes et leurs propriétés curatives, ce qui montre une connaissance des plantes utilisées en médecine. Les rituels religieux jouaient également un rôle clé dans l'utilisation des technologies, en particulier dans la construction de temples et de sanctuaires. Le temple de Karnak, construit entre le 20e et le 12e siècle avant notre ère, démontre des technologies complexes de construction en pierre, nécessitant une grande précision et des compétences organisationnelles. Les scientifiques pensent que pour ériger de telles constructions monumentales, on utilisait non seulement des outils simples comme les pioches et les marteaux, mais aussi des mécanismes plus complexes comme des systèmes de blocs et de rouleaux, permettant de soulever des charges lourdes. Parallèlement, en Mésopotamie, il existait des rituels liés à la construction des zigguras, où chaque construction était accompagnée de sacrifices et de prières, soulignant le caractère sacré de la technologie. Les participants au rituel, y compris les prêtres, utilisaient des outils et des objets spéciaux, comme des vases sacrés et des amulettes, censés assurer la protection et le succès de la construction. Ces rituels mettaient en évidence le lien entre les réalisations technologiques et les croyances religieuses, où chaque technologie avait son usage sacré. En particulier, en Grèce antique, des médecins comme Hippocrate, qui vivait au 5e siècle avant notre ère, associèrent le traitement à des forces divines, considérant que la santé humaine dépendait de l'harmonie entre le corps et l'âme. Hippocrate a développé des méthodes d'observation et de diagnostic qui sont devenues la base de la médecine moderne. Il existe un avis selon lequel de nombreux instruments médicaux des anciens étaient non seulement utilitaires, mais aussi dotés de pouvoirs rituels, comme en témoignent les découvertes dans les anciennes tombes, où l'on trouvait des instruments chirurgicaux en or avec les momies. Ces découvertes laissent supposer que les technologies médicales étaient non seulement utilisées pour le traitement, mais aussi considérées comme sacrées. Par exemple, en Inde ancienne, où se développait l'Ayurveda, de nombreuses pratiques médicales étaient liées à des rituels de purification, soulignant l'importance de l'aspect spirituel de la santé. Dans ces contextes, les technologies étaient perçues comme plus que des simples outils, mais comme des moyens d'atteindre l'harmonie avec le monde environnant. Les anciennes cultures créaient ainsi des systèmes complexes où les technologies, la médecine et la religion s'entremêlaient, donnant naissance à des approches uniques de la vie. Dans ce contexte, on peut noter que de nombreuses technologies étaient développées en lien avec des rituels, devenant ainsi une partie intégrante de l'identité culturelle de ces sociétés. Par exemple, en Mésopotamie ancienne, des textes trouvés sur des tablettes d'argile mentionnent des outils spéciaux utilisés lors des rituels, confirmant leur importance dans la vie religieuse. Dans la Mésopotamie antique,
À partir du 3e millénaire avant notre ère, les technologies et les outils jouaient un rôle crucial dans le développement de la société et de sa vie rituelle. Ces outils leur permettaient de pratiquer l'agriculture de manière efficace, ce qui a conduit à la formation des premières cités-États. Les découvertes archéologiques, telles que les outils en bronze d'Uruk, témoignent d'un haut niveau de métallurgie atteint par les artisans anciens. De plus, ils utilisaient des fours en terre cuite pour cuire la céramique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la production de vaisselle. À cet égard, des inscriptions sur des tablettes d'argile ont été découvertes concernant des rituels liés au traitement des métaux, qui comprenaient probablement des sacrifices aux dieux pour bénir le travail des forgerons. Ces rituels pouvaient inclure l'utilisation de masques et de vêtements spéciaux, soulignant leur importance dans la vie culturelle de la société. Par exemple, dans les textes trouvés à Nippur, datés d'environ 2000 ans avant notre ère, il est question de fêtes dédiées au dieu de la forge, Ea, où des cérémonies étaient organisées pour purifier les outils et les métaux avant leur utilisation dans la production. Cela montre comment les technologies étaient imbriquées dans les croyances religieuses et la vie quotidienne. Un aspect important des technologies anciennes était également la construction, où des matériaux comme les briques séchées étaient utilisés pour ériger des temples et des palais. Des temples comme le ziggurat d'Ur étaient non seulement des centres religieux, mais aussi culturels, où des rituels unissaient la société. Ils étaient construits avec des solutions ingénieuses comme des arches et des systèmes de drainage, témoignant d'un haut niveau de connaissances en architecture et en construction. Ces technologies ne servaient pas seulement à des fins pratiques, mais avaient également une signification symbolique profonde, car chaque élément, du matériau à la forme, reflétait la vision du monde de l'époque. De plus, des réalisations comme la création de systèmes d'irrigation ont permis d'augmenter considérablement les rendements, assurant ainsi stabilité et prospérité. Ce système, développé entre deux rivières, a permis à la Mésopotamie de devenir l'une des régions les plus fertiles du monde ancien. Le développement des technologies en matière d'agriculture, de métallurgie et de construction a créé les bases d'un essor social et économique qui s'est reflété dans les aspects culturels et religieux de la vie. L'importance des technologies dans l'Égypte ancienne se manifestait également dans la construction des pyramides, où des méthodes complexes de transport de blocs pesant jusqu'à 200 tonnes étaient utilisées, montrant non seulement la puissance de l'État, mais aussi le niveau d'organisation du travail. Les pyramides servaient de tombeaux pour les pharaons et symbolisaient la transition vers la vie après la mort, ce qui était également lié aux croyances religieuses de l'époque. Ainsi, l'utilisation des technologies et des outils dans les rituels et la construction était une partie intégrante des civilisations anciennes, déterminant leurs valeurs culturelles et historiques. Des découvertes importantes, telles que des statues et des vases rituels, étaient souvent trouvées dans le contexte des temples, où ils étaient utilisés dans les cérémonies, confirmant leur rôle dans la pratique religieuse. Parmi les diverses théories sur l'origine des anciennes technologies, l'une des plus controversées soutient que certaines d'elles pourraient être le résultat d'interactions avec des civilisations extraterrestres. Les recherches atteindre de tels résultats sans technologie moderne. Par exemple, en 2005, un groupe de scientifiques dirigé par le docteur Klaus Dorn de l'Institut de recherche spatiale en Allemagne a publié un travail affirmant que certaines solutions architecturales utilisées dans l'Égypte antique pourraient avoir été inspirées par des connaissances extraterrestres. Il souligne la complexité des calculs d'angle et de poids nécessaires pour la construction d'objets tels que la Grande Pyramide de Gizeh, dont la hauteur est de 146 mètres. Tandis que de nombreux historiens considèrent ces réalisations comme le fruit du génie humain, d'autres, comme le célèbre ufologue Erich von Däniken, affirment que de telles constructions pourraient avoir été édifiées à l'aide de technologies perdues dans le temps. Au cours des dernières décennies, les recherches scientifiques visant à rechercher la vie extraterrestre sont devenues plus systématiques. Par exemple, le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, lancé dans les années 1960, utilise des radiotélescopes pour écouter des signaux cosmiques qui pourraient témoigner de l'existence d'une vie intelligente. Dans le cadre de ce projet, en 2020, des chercheurs ont découvert des signaux radio inhabituels provenant de la région de l'étoile Gliese 581, située à environ 25 années-lumière de la Terre. Bien que ces signaux n'aient pas été expliqués de manière définitive,
Ils ouvrent de nouvelles perspectives sur la possibilité de l'existence de civilisations extraterrestres. Les scientifiques étudient également des lieux tels que les cratères martiens et le satellite jovien Europe, où des océans pourraient se cacher sous une couche de glace, offrant des conditions propices à la vie. Par exemple, en 2020, la NASA a annoncé des plans pour une mission sur Europe afin de déterminer si ce satellite pourrait abriter la vie. De telles recherches nous posent la question: sommes-nous vraiment les seuls dans l'univers? Ou nos ancêtres ont-ils pu établir un contact avec des civilisations plus avancées? Cette question reste ouverte à la discussion, car de nouvelles découvertes continuent de soulever de vieilles questions sur notre place dans l'univers. En même temps, un colloque sur les questions de la vie extraterrestre, organisé en 1986 en Californie, a réuni des scientifiques du monde entier pour discuter des possibilités d'existence de technologies qui pourraient expliquer les réalisations anciennes. Le manuscrit de Voynich, créé au début du XVe siècle, est un texte énigmatique écrit dans une langue inconnue avec une typographie unique qui n'a toujours pas été déchiffrée. Le manuscrit comprend environ 260 pages et est orné d'illustrations représentant des plantes, des symboles astronomiques et des figures nues, ce qui met en doute son utilisation et son contenu. Des chercheurs comme le professeur Emma Mays supposent que le manuscrit pourrait être un texte alchimique, car certaines images ont des parallèles évidents avec des symboles et des concepts alchimiques connus. Certains scientifiques, comme le linguiste Derek N. M. Quinn, avancent l'hypothèse que ce pourrait être une œuvre créée comme une blague ou même une falsification, mais toutes les tentatives de trouver des preuves de cette théorie ont échoué. 18 types de plantes représentés dans le manuscrit ne correspondent pas à des espèces connues, ce qui a conduit à la supposition que l'auteur du manuscrit utilisait des plantes imaginaires. La 18e page du manuscrit contient des diagrammes astronomiques que les chercheurs associent à des pratiques astrologiques de l'époque, ce qui complique encore plus l'interprétation du texte. Au début du XXe siècle, le manuscrit a été acquis par un antiquaire nommé Wilfried Voynich, d'où il tire son nom. Depuis, de nombreuses recherches ont été menées et diverses approches pour déchiffrer le manuscrit incluent l'utilisation de technologies modernes comme l'analyse de texte avec des algorithmes d'apprentissage automatique. Cependant, aucune de ces méthodes n'a encore permis de déchiffrer avec succès le manuscrit, ce qui en fait l'une des énigmes les plus fascinantes dans le domaine de l'histoire et de la paléographie. La valeur culturelle de ce manuscrit est indéniable. Il reflète non seulement le niveau de connaissance et de compétence des savants du Moyen Âge, mais aussi les relations complexes entre la science et la mystique de cette époque. Il y a 80 ans, en 1940, le manuscrit est devenu l'objet d'études pour des chercheurs qui ont commencé à discuter de ses sources possibles et de son influence sur les développements scientifiques ultérieurs. L'intérêt pour le manuscrit Voynich n'a fait que croître avec le temps, attirant l'attention des historiens et des cryptographes, ce qui confirme son importance dans le milieu académique. Il existe de nombreuses théories sur son éventuel usage, de manuel médical à texte magique, mais aucune d'elles n'a encore été confirmée de manière définitive. Au cours des dernières années, de nouvelles approches ont été développées pour l'étude du manuscrit, comme l'utilisation de réseaux de neurones pour analyser le texte et identifier des régularités, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche. Par exemple, des algorithmes développés par une équipe de chercheurs sous la direction du professeur Andrew R. L. Clausen ont permis de mettre en évidence certains éléments répétitifs, ce qui pourrait indiquer des règles de rédaction spécifiques. Cependant, malgré tous les efforts, le manuscrit reste incompréhensible et son contenu continue de fasciner les esprits des chercheurs et des amateurs d'histoire. Dans ce contexte, le manuscrit Voynich ne représente pas seulement une valeur historique, mais aussi un symbole de la quête scientifique qui pourrait mener à de nombreuses découvertes futures. Il existe certains chercheurs, comme le médecin historien Edward Kenneth, suggèrent que le texte pourrait contenir des descriptions de plantes médicinales et de méthodes de traitement courantes à cette époque. Par exemple, les pages du manuscrit contiennent des illustrations de plantes qui ne sont pas identifiées en botanique, mais dont les formes et les dispositions pourraient indiquer certains médicaments utilisés en Europe médiévale. D'autres scientifiques, comme l'alchimiste et historien des sciences Richard Babcock, sont convaincus que le manuscrit pouvait servir de manuel d'alchimie, représentant des formules et recettes codées visant à transformer des métaux ordinaires en or ou à créer un élixir d'immortalité.
Les pages comportent également des symboles alchimiques, tels que des figures carrées et triangulaires, qui pourraient refléter les idées philosophiques de l'époque. Pour créer le manuscrit de Voynich, des méthodes et instruments spécifiques de l'époque de la Renaissance pourraient avoir été utilisés. Les recherches montrent que l'auteur a probablement utilisé une plume spéciale et des encres à base de colorants végétaux, permettant d'obtenir des couleurs vives et durables. De plus, il est possible que la technique de gravure ait été utilisée pour créer des diagrammes et illustrations complexes, ce qui témoigne du haut niveau de maîtrise de l'artiste. Une partie importante de la création du manuscrit pourrait avoir été constituée de rituels et cérémonies liés à l'alchimie et à la médecine. Par exemple, en Europe médiévale, des rituels étaient pratiqués pour invoquer les esprits de la nature, qui, selon la croyance, pouvaient aider à acquérir des connaissances sur les propriétés curatives des plantes. Ces rituels, incluant l'utilisation d'amulettes et de sorts spéciaux, étaient réalisés dans des conditions chargées de symbolisme et d'éléments sacrés, soulignant l'importance des connaissances contenues dans le manuscrit. Les chercheurs notent également que la forme et l'agencement du manuscrit pourraient avoir une signification symbolique, indiquant peut-être le niveau de initiation de l'auteur dans les connaissances secrètes. Ces aspects montrent que le manuscrit de Voynich n'est pas seulement un travail scientifique, mais aussi un produit des traditions culturelles et mystiques de son époque, ce qui rend son étude particulièrement passionnante pour les historiens et les chercheurs. Le manuscrit contient également des caractères et alphabets uniques, que certains linguistes pensent être le résultat d'un codage, ajoutant ainsi de la complexité à son déchiffrement. Les recherches montrent que les tentatives de déchiffrer le texte se poursuivent depuis plus de 100 ans, débutant dès le début du XXe siècle, lorsque les cryptographes ont commencé à utiliser des méthodes mathématiques pour analyser le texte. Le manuscrit de Voynich, créé au début du XVe siècle, est un artefact unique qui suscite encore de nombreuses questions parmi les chercheurs. Pour sa création, diverses méthodes et outils ont été utilisés, qui semblaient être typiques de l'époque. Par exemple, du parchemin fait de peau de veau a été utilisé, ce qui était courant pour les manuscrits de cette époque, car ce matériau offrait durabilité et précision. Les paléographes, qui étudiaient les écritures, notent que le texte du manuscrit est écrit dans une police de caractères unique qui n'apparaît dans aucune autre source connue. Cette police, composée d'environ 200 symboles uniques, reste non déchiffrée à ce jour. De nombreux chercheurs supposent que le manuscrit a pu être créé dans le cadre d'un rituel complexe ou d'une cérémonie liée à des pratiques occultes, ce que soulignent les illustrations représentant des plantes et des phénomènes astronomiques qui peuvent être symboliques. Par exemple, certaines pages contiennent des images de plantes inconnues qui n'existent pas en nature, ce qui pourrait indiquer que les auteurs du manuscrit ont utilisé leur imagination ou ont effectué certains rituels pour créer de nouvelles espèces. Parmi les chercheurs, il existe une opinion selon laquelle le manuscrit pourrait être lié à l'alchimie, car de nombreux symboles et illustrations reflètent des concepts alchimiques tels que la transmutation et l'interaction des éléments. Dans le contexte historique, le manuscrit de Voynich attire également l'attention en tant qu'objet reflétant les courants intellectuels et culturels de son temps, y compris l'intérêt pour les sciences naturelles et la magie. Les recherches montrent que, au début du XVe siècle en Europe, il y avait une intégration active des connaissances, et de nombreux manuscrits étaient créés pour transmettre des idées scientifiques et philosophiques. Par exemple, à cette époque, en Italie, se déroulait la Renaissance, et l'intérêt pour la culture antique ainsi que pour les découvertes scientifiques avait un impact énorme sur la pensée de l'époque. Le manuscrit de Voynich, avec son texte énigmatique et ses illustrations inhabituelles, ne devient pas seulement un artefact historique, mais aussi un symbole des profondes transformations qui se produisaient dans la société. Certains chercheurs supposent même qu'il pourrait avoir fait partie d'une certaine société secrète ou d'un cercle d'érudits cherchant à préserver et transmettre les connaissances en dehors des institutions traditionnelles. Un aspect important est que le manuscrit a été acquis en 2001 dans la bibliothèque de Jean Voynich, ce qui lui a ajouté une aura mystique supplémentaire. Cependant, malgré tous les efforts, le manuscrit reste une énigme, et de nombreux chercheurs continuent de l'étudier dans l'espoir de percer ses mystères. L'unicité du manuscrit de Voynich réside non seulement dans son texte et ses illustrations, mais aussi dans le contexte de sa création, ce qui en fait un objet précieux pour les historiens et les culturalistes. Il existe de nombreuses théories sur l'origine extraterrestre du manuscrit de Voynich,
allant des hypothèses exotiques aux théories scientifiquement fondées. Certains chercheurs, comme le docteur Stephen Bartlett, affirment que le texte pourrait avoir été créé par des extraterrestres ou avec leur aide, ce qui, bien sûr, ressemble à un scénario de film de science-fiction, mais attire l'attention sur le mystère même du manuscrit. Dans les années 1970, par exemple, les astronomes ont commencé à rechercher activement des civilisations extraterrestres, ce qui a conduit à la création du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui utilise des radiotélescopes pour écouter les signaux provenant de l'espace. Grâce à de telles méthodes, au début des années 2000, une série de signaux radio inhabituels a été détectée, mais ils n'ont pas confirmé l'existence de la vie en dehors de la Terre. Dans le contexte de la recherche de la vie extraterrestre, les conditions dans lesquelles des civilisations peuvent exister deviennent cruciales. Les scientifiques définissent une zone de vie, une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Par exemple, l'exoplanète Kepler 186f, découverte en 2014, se trouve dans la zone habitable de son étoile et a des dimensions comparables à celles de la Terre, ce qui en fait un candidat potentiel pour la recherche de la vie. De plus, sur le satellite Jovien Europe, sous une couche de glace, pourrait se trouver un océan qui pourrait soutenir la vie. Des méthodes scientifiques comme la spectroscopie permettent d'examiner l'atmosphère des exoplanètes à la recherche de biosignatures, des substances chimiques qui pourraient indiquer la présence de vie. Les chercheurs s'intéressent souvent à l'oxygène et au méthane, qui, lorsqu'ils sont combinés, peuvent témoigner d'une activité biologique. Cependant, même si des êtres intelligents existent dans certains coins de l'univers, leur lien avec des artefacts aussi mystérieux que le manuscrit de Voynich reste purement spéculatif. Cela soulève de nombreuses questions sur l'origine et la provenance de ce manuscrit, ainsi que sur le fait que son texte n'ait toujours pas été déchiffré. Certains pensent qu'il pourrait avoir été créé au Moyen Âge par des moines utilisant des codes et des symboles pour cacher le sens véritable. Un point important est que, indépendamment des théories, le manuscrit de Voynich continue de rester l'un des documents les plus énigmatiques de l'histoire humaine. Par exemple, en 2000, les technologies d'analyse de texte par ordinateur ont permis à des chercheurs comme le Dr John B.S. Bennett d'essayer de déchiffrer le texte en utilisant des algorithmes qui identifient les régularités et la structure. Cependant, même avec les technologies modernes, le manuscrit reste incompréhensible, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de mystère et suscitant de nouvelles discussions sur son origine et sa signification. La Sainte Face de Turin, un tissu de 4 mètres de long et d'environ 1 mètre de large, est l'un des artefacts les plus étudiés dans l'histoire du christianisme. Elle représente un homme, probablement Jésus-Christ, avec des traces de sang visibles, ce qui suscite de nombreuses questions sur son origine et sa destination. Les premières mentions de la Sainte Face remontent au IVe siècle, lorsqu'elle fut exposée à Liray en France. Cependant, son histoire pourrait être bien plus ancienne. Certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait avoir été créée au 1er siècle de notre ère. Il existe plusieurs théories sur la manière dont la Sainte Face est arrivée entre les mains des chrétiens, y compris l'hypothèse qu'elle aurait pu servir de tissu funéraire pour le corps de Jésus. L'une des théories les plus discutées est qu'elle pourrait être le résultat d'un processus photochimique qui aurait fixé l'image du corps, laissant les traces que nous voyons aujourd'hui. Ce processus, s'il a eu lieu, aurait pu se produire en raison du contact avec un corps, ayant subi les étapes de la crucifixion et de l'enterrement. Cependant, malgré toutes les recherches, y compris l'analyse au carbone 14 réalisée en 1988, qui a déterminé la date de fabrication du tissu au XIIIe ou XIVe siècle, de nombreuses personnes restent convaincues de son authenticité en tant que relique. Des chercheurs comme le Dr Bruno Barberis de l'Université de Turin continuent d'étudier divers aspects de la Sainte Face, y compris ses caractéristiques textiles et les traces de sang, qui, selon les dernières recherches, pourraient contenir des traces d'un pigment rare, trouvé uniquement dans certaines régions. La valeur culturelle et historique de la Sainte Face de Turin est difficile à surestimer. Elle attire des millions de pèlerins et de touristes, inspirant des artistes, des écrivains et des chercheurs au fil des siècles. Par exemple, en 1999, la Sainte Face fut exposée à Turin, attirant plus de 2 millions de visiteurs. Cela en fait non seulement un objet de dévotion religieuse, mais aussi un objet d'étude important pour l'histoire de l'art et de la culture. Dans ce contexte,
la Sainte Face devient un symbole de mystère non résolu qui continue d'intéresser et de susciter des débats parmi les croyants et les sceptiques. L'artefact s'inscrit dans un large contexte de reliques et d'artefacts controversés en matière d'authenticité et de signification, tels que le Saint Graal ou les reliques des saints. La Sainte Suaire de Turin, connue sous le nom de l'un des artefacts les plus énigmatiques du christianisme, suscite de nombreuses théories sur son usage religieux et historique. On pense qu'elle pourrait avoir été le linceul funéraire de Jésus-Christ, car on y distingue clairement l'empreinte d'une figure humaine, que certains chercheurs associent à son crucifixion. Cette relique a attiré l'attention non seulement des croyants, mais aussi des scientifiques qui cherchent à déterminer comment et quand elle a été créée. Par exemple, dans les années 1980, un groupe de chercheurs de l'Université de Californie a effectué une datation au carbone 14, qui a montré que le tissu pourrait dater du XIIIe ou XIVe siècle, ce qui remet en question son lien avec Jésus. Cependant, les partisans de l'authenticité de la suaire affirment que ces méthodes de datation peuvent être inexactes en raison de la contamination des échantillons. Pour créer un tel tissu, il est probable que des techniques de tissage connues à l'époque antique aient été utilisées. Par exemple, la suaire de Turin utilise du lin, qui a été cultivé et transformé en tissu en utilisant des méthodes caractéristiques de cette époque. De tels tissus pouvaient être réalisés à la main ou à l'aide de simples métiers à tisser, utilisant un métier à tisser, ce qui permettait de créer des motifs complexes. Les recherches ont montré que plusieurs techniques pourraient avoir été utilisées pour créer l'image sur la suaire, y compris la pyrogravure ou l'utilisation de colorants, ce qui ajoute encore plus de mystère à l'origine de cette relique. Certains scientifiques pensent que la suaire pourrait avoir été utilisée dans des rituels liés à l'enterrement ou dans des cérémonies en mémoire de Jésus. En particulier, au Moyen Âge, elle pouvait servir d'objet de dévotion lors des offices de Pâques, soulignant son importance dans la pratique chrétienne. Elle pouvait également faire partie de traditions plus larges liées au souvenir de la crucifixion et de la résurrection, qui incluaient divers rites et processions. Il est possible que la relique ait été utilisée comme symbole de rédemption et d'espoir pour les croyants, soulignant l'importance de l'image du Christ dans la symbolique chrétienne. En Italie du Nord, où la suaire est conservée, elle est devenue un lieu de pèlerinage, attirant des milliers de croyants souhaitant voir cet artefact. La perception de la suaire comme une relique sacrée détermine en grande partie son rôle dans la culture et la religion, incitant de nombreux chercheurs et historiens à se poser des questions sur la manière dont de tels artefacts façonnent l'identité des croyants. Chaque aspect de cette suaire souligne sa complexité et sa profondeur, la rendant l'un des objets les plus fascinants à étudier dans l'histoire de la religion. En 1998, la suaire a été exposée au public à Turin, attirant plus d'1 million de visiteurs. Et pendant cette exposition, les spécialistes ont enregistré de nombreuses nouvelles informations sur son état et son origine possible. La surface de la suaire mesure environ 8,5 mètres sur 2,5 mètres, et il est estimé qu'elle a été créée entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Le principal matériau de la suaire est le lin, et sa technique de fabrication inclut un tissage complexe, ce qui est confirmé par les recherches des spécialistes du textile. Par exemple, en 2012, un groupe de scientifiques dirigé par le professeur John Baker de l'Université de Leeds a analysé les fibres, ce qui a révélé une grande homogénéité, indiquant un savoir-faire professionnel des tisserands. De plus, il a été établi que les images sur la suaire ne sont pas des traces de peinture, mais le résultat d'une action thermodynamique, créant ainsi un effet unique de empreinte. Il est probable que la suaire ait été utilisée dans des rituels liés à l'enterrement et à la résurrection, ce qui en faisait un élément important des rites chrétiens. D'après les sources historiques, il est mentionné que dans le Moyen Âge, la suaire était utilisée lors des services de Pâques, lorsque les fidèles se rassemblaient pour honorer la mémoire des souffrances et de la résurrection du Christ. Il est également connu que la suaire est devenue un objet de pèlerinage en 1450, lorsqu'elle avait été mentionnée pour la première fois en Occident, soulignant ainsi son importance culturelle et religieuse dans le christianisme. Depuis lors, la Sainte Suaire de Turin est devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, et son étude continue d'attirer l'attention des chercheurs tels que le docteur Emma Ferrari,
qui en 2020 a proposé une nouvelle méthode d'analyse utilisant la spectroscopie pour mieux comprendre comment et à partir de quels matériaux elle a été créée. Ces recherches ouvrent de nouvelles perspectives pour la compréhension non seulement de la suaire, mais aussi des rituels qui pouvaient être associés à elle, confirmant ainsi son importance en tant qu'objet symbolisant les souffrances et l'espoir. La valeur culturelle de la suaire se manifeste également par le fait qu'elle est devenue un sujet de nombreuses œuvres d'art, de littérature et même de cinéma, ce qui témoigne de son influence sur la culture et l'art occidentaux. Par exemple, en 1955, le peintre Giovanni Roncalli a réalisé une célèbre peinture intitulée « La Sainte Suaire de Turin », où il a tenté de transmettre la sainteté et le mystère de cet artefact. Dans ce contexte, la Sainte Suaire de Turin n'est pas simplement une relique, mais un élément important du patrimoine culturel, qui continue d'attirer l'intérêt et l'admiration, soulignant le lien entre l'histoire, la religion et l'art. Les recherches scientifiques continuent de révéler de nouveaux faits sur son origine et sa signification, confirmant que la Sainte Suaire de Turin reste un objet important pour les historiens et les chercheurs. Par exemple, en 2020, une équipe d'universitaires italiens a pu accéder à des archives contenant des données sur son stockage au XVIIIe siècle, ce qui a permis d'analyser non seulement son état physique, mais aussi les circonstances historiques dans lesquelles elle se trouvait. Les théories sur l'origine extraterrestre du linceul de Turin suscitent de nombreuses controverses parmi les scientifiques et les amateurs de mystère. Certaines des hypothèses les plus marquantes proviennent de chercheurs qui, depuis des décennies, tentent de trouver des explications scientifiques à cet artefact. Par exemple, le professeur Frank Sherwood Taylor de l'Université de Californie à Los Angeles a proposé en 2012 que le linceul ait été créé à l'aide de technologies inaccessibles au Moyen Âge, ce qui impliquerait une intervention extraterrestre. Les recherches scientifiques menées à l'aide de l'analyse au carbone 14 montrent que le matériau dont est fait le linceul date d'environ le 1er siècle de notre ère. Mais certains chercheurs affirment que l'image qu'il porte pourrait avoir été créée à l'aide de technologies que nous ne pouvons pas encore expliquer. Par exemple, en 2009, un groupe d'universitaires italiens, dirigé par le professeur Piero Rizzoli, a mené une expérience visant à reproduire l'image du linceul en utilisant un éclairage laser. Les chercheurs ont obtenu des résultats similaires, mais ils n'ont pas pu expliquer comment cela aurait pu être fait à l'époque. Ces recherches soulèvent la question de la possible existence de formes de vie en dehors de la Terre. La recherche de la vie extraterrestre continue, et des astronomes comme le Dr Frank Drake ont développé l'équation de Drake, qui évalue la probabilité d'existence de civilisations dans notre galaxie. Selon les dernières données, il pourrait y avoir plus de 100 milliards de planètes dans la Voie lactée, dont certaines se trouvent dans la zone habitable de leurs étoiles. Cela signifie que sur ces planètes, il pourrait y avoir des conditions propices à la vie telle que nous la connaissons, ou même à des formes de vie plus complexes. Par exemple, l'exoplanète Kepler-11, située à 36 années-lumière de nous, possède une température capable de soutenir la vie et se trouve dans la zone habitable de son étoile. Les conditions pour l'existence de civilisations extraterrestres peuvent varier des planètes avec de l'eau liquide à celles qui ont des atmosphères stables protégeant de la radiation. Ces recherches ouvrent de nouveaux horizons, nous incitant à réfléchir au fait que l'humanité pourrait ne pas être le seul être intelligent de l'univers. En 2020, après l'analyse des données du rover martien Perseverance, les scientifiques ont découvert que dans le cratère Heather, il y avait autrefois de la vie, car des traces de anciens lacs y ont été trouvées. Ces faits soulèvent des questions importantes sur la manière dont nous définissons la vie et les formes qu'elle peut prendre dans d'autres régions de notre galaxie.